Ah, je crois Ok. que ça s'était même lancé automatiquement. Donc, Oui, il me semble. Ouais, j'allais dire. parfait. Ok, on y va. Alors, bonjour à toutes et à tous, hein, et bienvenue à ce webinaire, hein, qui sera consacré au retour d'expérience à mi-parcours de l'expérimentation sur les usages de la consultation du dossier médical de mon espace santé. Et donc, on est vraiment ravis de vous accueillir aussi nombreux, 182 participants, et on pense que ça va continuer à monter. Donc, merci beaucoup. Et c'est vraiment révélateur de l'intérêt, en fait, hein, que vous, en tant que professionnels et établissements, vous portez à la consultation du DMP en établissement de santé, qui est vraiment attendu. Et ce webinaire et le taux de participation le confirment. Donc, merci encore pour votre participation. Donc, ça sera un webinaire très riche, hein, qu'on déroulera en 2 heures. Et donc, on vous rappelle quelques règles de bonne conduite pour que le webinaire se déroule dans les meilleures conditions. Donc, comme Nelsa, hein, le disait en introduction, vous avez vos caméras et micros coupés. Donc, merci de les conserver coupés dès lors que vous ne prenez pas la parole. Et tout au long du webinaire, hein, on a prévu des temps de questions-réponses. Mais en tous les cas, en parallèle, vous pouvez aussi mobiliser le chat qui se situe à la droite de votre écran pour pouvoir poser vos questions, et on essaiera d'y répondre au fil de l'eau. Et lorsqu'on aura ces temps de questions-réponses, on se permettra aussi de prendre quelques questions à l'oral et de pouvoir y apporter les réponses également à l'oral. Alors, en termes d'animateurs et plutôt là d'animatrices, hein, on va faire la séquence à plusieurs voix, donc avec Suanne Flamand, qui fait partie de la DNS, la délégation numérique en santé, hein, du ministère de la Santé, et qui est directrice de projet sur les usages et mon espace santé. Nous aurons également Anne Laurin, qu'on remercie de sa participation, qui est sous-directrice à la CNAM et qui interviendra notamment sur le sujet du mode R simplifié. Et enfin, l'Agence du numérique en santé, avec Nelsa Louraud, hein, qui assure parfaitement la technique, notamment, donc qui est responsable de mission et référente Mon Espace Santé, et moi-même, Inès Gouil, qui suis responsable de mission et membre de la Task Force Hôpital Ségur. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire Task Force, parce que ça peut paraître un peu barbare comme terme, c'est le nom donné en fait à l'équipe nationale qui traite les sujets du Ségur numérique à l'hôpital. Et donc, en termes d'ordre du jour, hein, on a prévu 4 grands temps d'échange. Donc, un premier temps autour du contexte de l'expérimentation pour rappeler en fait le contexte dans lequel on s'inscrit et les objectifs de l'expérimentation pour les personnes, voilà, qui n'étaient pas au courant de cette expérimentation. Un deuxième temps consacré au retour d'expérience intermédiaire réalisé par 3 structures pilotes qu'on remercie également. Les points saillants à mi-parcours qui nous ont été relevés par les régions et les établissements pilotes eux-mêmes. Et enfin, on finalisera le webinaire en vous remettant en perspective l'ensemble des ressources documentaires qui sont à votre disposition pour vous appuyer dans la mise en œuvre de mon espace santé en établissement de santé. Et donc, pour introduire ce webinaire, je donne la parole à Suanne. Merci. Donc, l'idée, c'est pas de vous refaire une présentation de l'ensemble du Ségur du numérique, mais c'est plutôt de recontextualiser un peu cette expérimentation en vous rappelant donc qu'on se positionne dans une stratégie en 3 pas que vous devez tous connaître très bien. Le premier qui est terminé, qui a été de faire en sorte que l'ensemble des Françaises et des Français soit doté d'un profil Mon Espace Santé. Donc, c'est le cas aujourd'hui avec environ 69 millions de comptes créés et qui peuvent donc être alimentés et consultés, puisque c'est le sujet du jour. Ensuite, il a fallu faire en sorte que ces profils puissent être alimentés de documents. Et donc, c'est ce qu'on a appelé la vague 1 du Ségur du numérique et qui est en train de se poursuivre aujourd'hui, notamment sur le médico-social, mais qui a déjà bien avancé et donc grâce à laquelle on a atteint une masse critique où aujourd'hui on a environ un document sur 2 en flux qui sont alimentés dans mon espace santé.
donc de documents qui sont générés au quotidien. Et puis, on n'allait pas s'arrêter là. Le but, c'était pas de remplir uniquement ces profils, c'était aussi de faire en sorte que l'information puisse être ensuite disponible facilement par les professionnels, puisque c'est tout le propos. Et donc, on arrive maintenant sur cette troisième phase, qui est celle qui, depuis le début, porte peut-être le plus de promesses et le plus d'attentes, notamment côté professionnel, puisqu'on a demandé à tout le monde de fournir un effort important avec la vague 1 d'alimentation. Et donc, cette vague 2 prépare en ce moment même les évolutions des logiciels pour permettre cette consultation de manière intégrée dans les logiciels métiers, qui d'ailleurs, pour information, existent déjà en partie sur la médecine de ville. Donc, côté libéraux, certains en font déjà l'usage au quotidien. Et donc, on travaille là notamment pour la faire arriver en établissement de santé. Et donc, comme on le disait, le but vraiment de cette vague 2, c'est de se concentrer là où la vague 1 était vraiment plutôt sur la sortie des documents et la sortie des informations, faire en sorte de partager vers l'extérieur. La vague 2, elle est là pour faciliter cette exploitation de la donnée, faciliter la rentrée d'informations. Donc là, on va se concentrer sur la partie consultation des documents de mon espace santé, mais ayez également en tête qu'il y a des travaux très importants qui sont menés sur notamment l'intégration des documents reçus par la messagerie sécurisée de santé, et puis toute une partie cybersécurité dont on parlera moins aujourd'hui, mais qui est tout aussi importante. Et donc, si on passe à la diapositive suivante. Juste une. On voulait vous faire un rappel du coup de ce qui est disponible aujourd'hui en établissement. Alors, je ne sais pas, moi je vois toujours la diapositive sur les usages. Je veux bien qu'on fasse juste un retour sur le WebPS. C'est peut-être, je ne sais pas si c'est mon côté que c'est bloqué. Donc, en tout cas, juste vous dire que aujourd'hui, les éditeurs ne permettent pas encore de manière intégrée la consultation des documents de mon espace santé, mais qu'il y a une interface qui est disponible depuis un certain moment qui s'appelle le WebPS DMP et qui est ce sur quoi on a basé donc cette expérimentation qui est disponible pour l'ensemble des professionnels de santé via un navigateur et auquel vous pouvez avoir accès grâce à votre carte CPS ou avec ProSanté Connect et évidemment ICPS également. Et donc, vous avez la possibilité d'accéder ainsi aux documents qui sont présents dans mon espace santé. J'en profite aussi pour faire un rappel qui sera important pour le reste de cette présentation, c'est que on appelle encore, en tout cas, il y a encore cette dénomination DMP qui reprend la dénomination historique du dispositif, mais c'est bien le pendant côté professionnel de santé de ce qui se retrouve dans l'interface Mon Espace Santé côté usager. Et donc, c'est important d'avoir bien en tête qu'il s'agit en fait des deux faces d'un même dispositif. Et donc, ce WebPS DMP, vous voyez ici, et on vous enverra de toute façon le support pour que vous puissiez accéder aux différents moyens d'y accéder aux différents tutoriels, mais donc qui permettent de consulter. Donc, ça, c'était vraiment pour faire un rappel. L'expérimentation n'a pas vocation à tester ces futures fonctionnalités des logiciels métiers, mais s'appuie donc sur cette brique qui est certes un peu datée, mais qui a le mérite de bien fonctionner, de permettre l'accès à l'information. Pour vous donner un peu des chiffres d'un point de vue national, donc à fin mai, la consultation, comme je vous le disais, est de plus en plus répandue. Elle est notamment parce qu'elle commence à être possible dans les logiciels de médecine de ville. Donc, vous avez ici la courbe justement d'évolution. Ça passe vite, ouais, voilà. Avec notamment, donc, ce sont les professionnels de santé qui sont les premiers consulteurs, suivis par les pharmacies et les établissements. Mais encore une fois, c'est tout à fait cohérent avec le rythme de déploiement tel qu'il a été dès le départ pensé. Et donc, si on passe à la
diapositive suivante qui justement se concentre sur les établissements de santé, vous voyez que là aussi, c'est presque d'ailleurs une courbe plus forte. On a donc de plus en plus de professionnels qui se mettent à la consultation via cette plateforme WebPS. Et donc, vous avez, voilà, sur les 12 derniers mois au 31 mai, vous aviez environ un peu moins de 18 000 DMP qui avaient été consultés. Et sur ces 18 000, 51 000 documents consultés. Et donc, c'est intéressant parce qu'on en reparlera ensuite. Au niveau national, on voit que les types de documents qui sont les plus consultés, c'est avant tout les prescriptions et les CR de biologie qui sont en fait à égalité, et puis suivis de près par les lettres de sortie. Et voilà, du coup, je passe la parole à Inès pour vous parler du contexte de l'expérimentation. Je ne sais pas si Inès, Oui, hop, je suis là et comme je repartage l'écran parce que je crois que Nelsa a eu un souci de connexion, je vais projeter. Voilà, vous voyez mon écran là, c'est bon? l'effet démo. Ouais, vous voyez mon écran, c'est bon? Ouais, parfait. Ok, super. Bon, Donc, effectivement, on souhaitait, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous rappeler rapidement les objectifs de l'expérimentation qui, on le rappelle, s'inscrit vraiment dans une logique organisationnelle. Il s'agissait pas du tout, et d'ailleurs, ce n'était pas possible de le faire, de tester en avance de phase les fonctionnalités de la vague 2 qui vont permettre de consulter le DMP de manière intégrée depuis les dossiers patients informatisés. Là, l'objectif, c'était vraiment de profiter de ce moment-là où finalement on est entre deux eaux, c'est-à-dire la montée en puissance de l'alimentation et l'arrivée des fonctionnalités à l'hôpital pour se poser et s'interroger collectivement sur les organisations et les usages autour de cette consultation. Donc, l'objectif, c'est vraiment de développer des premiers usages de la consultation du dossier médical de mon espace santé, autrement appelé brique DMP, avant l'arrivée des fonctionnalités de la vague 2 à l'hôpital. Et ça passe par le fait d'identifier des parcours concrets, des typologies d'utilisateurs pour qui, finalement, la consultation, elle présente le plus de valeur ajoutée. Et quelque part, en commençant par ça, ça aura un effet boule de neige sur le reste de l'organisation. L'objectif, c'était aussi d'identifier, bien entendu, les leviers d'adhésion pour justement capitaliser et réaliser derrière des outils qui vont permettre de motiver les professionnels de santé dans cette consultation, mais également identifier les points durs, les irritants, qu'ils soient d'ordre technique, organisationnel, métier et juridique, pour pouvoir justement les instruire en avance de phase, pour ensuite avoir des plans d'action qui permettront de faciliter le déploiement de la consultation à l'hôpital. Et enfin, initier la dynamique de consultation en commençant à embarquer des usagers, des professionnels de santé et en communiquant largement, comme on le fait aujourd'hui, autour de ces dynamiques de consultation pour donner envie aux autres d'y aller. Et donc, l'expérimentation, elle permet, notamment pour les établissements pilotes, de se préparer en avance de phase à l'arrivée de la vague 2. Et donc, on veut nous capitaliser en fait sur les retours d'expérience de terrain qu'on va produire pour mettre à jour les outils existants. Il y a un corpus documentaire très, très riche sur mon espace santé, mais logiquement, il a été d'abord élaboré sous un prisme alimentation, puisque c'est l'objectif de la vague 1 qu'on a prioritairement adressé. Et donc là, l'idée, c'est de repasser au crible l'ensemble de ce corpus documentaire avec ses retours d'expérience pour intégrer une plus forte dimension autour de la consultation. Identifier potentiellement également des nouveaux outils qui seraient nécessaires à l'accompagnement, porter à la connaissance du national et en particulier de la DNS et de la CNAM les sujets qui nécessitent des instructions un peu plus poussées. Et enfin, en tant que TF Hôpital, ça nous nourrit directement, mais ça nourrit également les éditeurs qui travaillent actuellement sur l'évolution de leur logiciel pour intégrer les fonctionnalités vague 2 pour se faire référencer. Donc voilà les objectifs de l'expérimentation, une expérimentation qui est avant tout une expérimentation orientée organisation et usage. Tu arrives à passer ou... Non. Alors, je vais essayer de le faire autrement. On a vraiment un sujet... Je ne sais pas si Nelsa est revenue. Si, je suis revenue. Je reprends la main. Reprends la main. Attends. Désolée pour les petits couacs techniques. Sinon, ce n'est pas drôle. Hop, alors. Ça, c'est le numérique en santé. Et du coup, je crois que je suis même allée un peu trop loin sur la diapo. Voilà, alors juste avant, merci Nelsa,
Donc, on a identifié des pilotes, des structures pilotes qu'on remercie. Donc, on en a 19 au total répartis sur l'ensemble du territoire. Enfin, sur l'ensemble du territoire, pardon, sur 7 régions qui représentent une grande partie du territoire, mais c'est quand même pas la totalité. Donc, sur cette 7 régions, on a les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, le Grand Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Réunion. Et donc, 19 pilotes répartis sur ces 7 régions. Et donc, on a lancé un appel à candidature à travers les régions. Et on était d'ailleurs assez surpris dans le sens où voilà, c'était une expérimentation sans financement, mais pour autant qui a suscité quand même l'intérêt de beaucoup d'établissements, puisqu'on a eu quand même un grand nombre de candidats, ce qui nous a amené à devoir en fait procéder à une sélection. Et donc, cette sélection, elle a été bâtie sur un certain nombre de critères. Donc, d'une part, faire attention au fait de diversifier les typologies d'établissements de santé en termes d'activité et de structure juridique, de diversifier les parcours de soins et on s'est bien attelé à bien rappeler le fait que cette expérimentation se concentrait sur les usages et non sur les moyens de consultation, même si bien entendu, voilà, on sera forcément amené à en parler dans le cadre de cette expérimentation, mais on est vraiment sur une expérimentation organisationnelle. Et donc, c'était important de respecter ces critères parce que ces critères, quelque part, c'était le gage, en fait, d'avoir une diversité qui allait nous assurer derrière, en fait, de la diversité aussi des retours d'expérience et des outils qu'on allait produire derrière. En termes de parcours, donc on ne va pas rentrer dans le détail de chacun des parcours, mais il nous semblait quand même important de vous mettre en visibilité les thèmes en lien avec les parcours qui sont mis en œuvre dans le cadre de l'expérimentation. Donc, on a des parcours autour des urgences et des services d'admission, des parcours autour de services spécialisés, donc en particulier la cardiologie, la pneumo, la dialyse et la gériatrie, des parcours autour de la psychiatrie, de la prise en charge dans le cadre de l'hospitalisation à domicile, du SSR et en particulier des suivis de soins post-opératoires notamment, et enfin des parcours autour de la prise en charge de patients atteints de cancer. Pilotage et d'accompagnement. Donc, on s'est bien entendu reposé sur nos partenaires que sont les régions à travers les agences régionales de santé, les GRAD et les CEPAM. Et on a voulu construire cette expérimentation dans une logique vraiment de proximité pour être au plus près des établissements, pour mieux les accompagner sur la durée. Et donc, cet accompagnement, il a été structuré autour de 3 niveaux. Un premier niveau qu'on appelle le local, où là, en fait, on a la région qui accompagne directement l'établissement impliqué dans l'expérimentation. On a un deuxième niveau qu'on a appelé régional, où là, l'objectif, c'est de réunir au sein d'une même réunion l'ensemble des établissements d'une même région, avec la région et le national, pour qu'on puisse collectivement partager sur l'avancement de cette expérimentation, les enseignements et qu'on se questionne collectivement sur les plans d'action qu'on peut mettre en œuvre dès lors qu'on identifie un blocage. Et enfin, le dernier niveau qui correspond à la comitologie nationale, qui est le niveau dans lequel on se trouve là dans le cadre de ce webinaire et dont l'objectif est de partager au niveau national auprès de l'ensemble de l'écosystème l'avancement de cette expérimentation et les enseignements. Voilà. Et en profiter de cette slide vraiment parce qu'on va faire intervenir une région, les Pays de la Loire, pour nous faire part de leur retour d'expérience en termes d'accompagnement. Mais on souhaitait quand même remercier chaleureusement les 7 régions pilotes pour leur investissement et leur accompagnement auprès de leurs établissements pilotes. Et donc, je laisse la parole aux Pays de la Loire pour faire part de leur retour d'expérience à mi-parcours sur leur accompagnement dans le cadre de cette expérimentation. Bonjour à tous. Donc, Marie Brajol du GCS e-santé Pays de la Loire et je suis chef de projet sur le Ségur. Et donc, on va intervenir avec Camille Asquette de l'assurance maladie pour répondre à ces quelques questions. Donc, pour commencer, là, je m'entends en écho.
Quelles sont, les motivations qui nous ont poussés à participer à cette, expérimentation? En fait, jusqu'ici, on a beaucoup accompagné les établissements sur, l'alimentation, du, DMP et l'expérimentation, du coup, autour de la consultation, ça représentait pour nous, comme une réelle opportunité, de découvrir l'intérêt que pouvait avoir le dossier médical, partagé pour, les professionnels. Donc en prenant connaissance des documents qui, ont pu être alimentés, au sein du DMP, en prenant connaissance du coup de l'antériorité, des soins pour, le patient. Pour nous, ça pouvait représenter un gain de temps pour les professionnels de santé et puis améliorer le parcours patient. Donc c'est vraiment, sur ça qu'on a souhaité, creuser. Et puis ça répondait également à un besoin terrain puisque, des professionnels et des établissements nous avaient sollicités, déjà pour aller un peu plus loin sur la consultation, puisqu'ils avaient manifesté un intérêt. Ils voyaient vraiment, les atouts, que pouvait représenter un tel outil. Et puis, vis-à-vis de la vague 2, c'est vrai qu'il y a vraiment de l'attente, vis-à-vis des outils. Le fait que, du coup, le DMP, soit intégré au logiciel métier, ça pourra que faciliter la consultation et du coup, c'est également, l'une de nos motivations qui nous ont invités à nous inscrire sur, l'expérimentation. Et un tout dernier point, c'est que, le fait de participer à cette expérimentation, ça nous permet, nous, au niveau, région, d'améliorer nos connaissances autour, de la consultation et de notre niveau, d'expertise. Je poursuis du coup sur, la deuxième question. Donc comment on s'est organisé, en région pour, accompagner cette expérimentation? Donc, on s'est réunis avec, du coup, le GCS e-santé, l'assurance maladie et l'ARS pour accompagner les établissements, pilotes. Ce triptyque, ça nous a permis de proposer un accompagnement le plus, complet possible en croisant les connaissances, les compétences et les expertises, de chacun et donc, ensemble, on a pu rencontrer, les établissements, pour, les accompagner au mieux, lors de la comitologie qui a pu être, présentée par Inès, tout à l'heure. Je poursuis, Marie. Oui. Oui, très bien, merci. Bonjour à tous, Camille Asquette de la CPM de Loire-Atlantique, déléguée numérique en santé. Donc je poursuis avec la question suivante. Quel est à ce stade le ressenti de vos ES pilotes quant à cet accompagnement? Ce que l'on peut dire, c'est que les points sont réguliers. Nous savons que le temps alloué par les professionnels de santé est précieux, mais ces échanges fréquents sont indispensables en tous les cas pour faire avancer l'expérimentation. Les remontées terrain sont primordiales dans le but de construire des supports, d'accompagnement aux usages et mieux comprendre les blocages d'aujourd'hui, c'est, mieux accompagner les professionnels demain. Il y a une forte attente, vis-à-vis de la consultation du DMP, c'est ce que l'on ressent vis-à-vis des différents points, qui ont été organisés et on ressent un réel investissement de la part des professionnels motivés et convaincus de l'outil. Concernant la question suivante, avez-vous identifié les points, des points d'étonnement à ce stade de l'expérimentation? Ce que l'on constate, c'est que les parcours, d'usage proposés par les établissements sont très variés. Ça souligne en tous les cas le fort potentiel, du DMP dans la prise en charge des usagers. L'expérimentation, elle a également permis d'identifier les interlocuteurs et les canaux de contact possibles entre les services de l'assurance maladie et les directions des systèmes d'information, d'établir des circuits. Et Marie, je te laisse poursuivre avec la dernière question. Oui et enfin, on pourra, dire que l'expérimentation, sera réussie, si, dans un premier temps, les professionnels expriment un retour, positif, vis-à-vis de la consultation, que ce soit en gain de temps ou en amélioration de la prise en charge, des patients. Le reproche qui était fait avant au DMP, c'était que c'était une coquille vide. Donc là, l'idée, c'est d'aller vérifier avec eux, s'ils réussissent justement à trouver les documents qui leur manquent, pour, la prise en charge de leurs patients. Et puis, on pourrait également dire que l'expérimentation est réussie, si, les enseignements, tirés de cette expérimentation permet de prendre
des mesures qui visent à lever les freins qui permettraient ensuite une généralisation. Et puis en tout dernier lieu, eh bien, si cet expé nous permet aussi d'identifier de nouveaux cas d'usage, des situations où du coup le DMP représente un réel intérêt, eh bien, on pourra dire que c'est un projet qui aura été réussi. Très bien, merci beaucoup Marie et Camille. Merci. Merci. Donc, merci pour ce retour d'expérience de votre côté, en fait, votre vision. Et en complément de cet accompagnement de proximité qui sont faits par donc, les 7 régions, on a mis en place aussi un formulaire qui est un formulaire en fait qu'on pousse de manière mensuelle pour permettre aux professionnels de santé qui sont embarqués dans ces structures pilotes de pouvoir justement nous faire part de leur pratique. Donc, ça permet d'aller un niveau au-delà, d'identifier aussi leurs difficultés. Et au passage, j'en profite parce que ça fait partie aussi des demandes qui nous ont été sollicitées, du besoin aussi, en dehors de l'expérimentation, il y a eu beaucoup de gens qui voulaient faire part aussi de leurs usages et on a mis en place, alors ce n'est pas un questionnaire mensuel, ça sera un questionnaire qui sera sur la durée de l'expérimentation que je vous mets dans le fil de discussion. Donc, si vous n'êtes pas embarqué et que vous souhaitez justement nous faire part de vos usages à vous sur vos parcours, c'est l'occasion, n'hésitez pas. Ça nous permettra aussi de voir ce qui se fait dans d'autres structures, dans d'autres parcours. Justement, nous avons initié 2 questionnaires et on va vous faire un peu un retour sur ces 2 questionnaires. Et au passage, essayer de rattraper un peu le temps qu'on a perdu en début de séquence. Je suis vraiment désolée. Donc, on a eu deux premiers questionnaires. Un qui a commencé dès avril avec 14 répondants. On voit que le chiffre sur le mois de mai, malgré une période qui est quand même le mois de mai, n'est pas forcément évidente. On a eu des retours de 26. Et notre engagement de notre côté au niveau national, c'était de faire en sorte que ces questionnaires ne prennent pas plus de 5 minutes à nos répondants. Et on a respecté la promesse qu'on avait tenue. Sur les profils des répondants, donc là, vous voyez, on a fait très rapidement les différentes typologies. Donc, on voit qu'il y a une grande majorité de médecins, quelques biologistes, des infirmiers de pratique avancée, des kinésithérapeutes, des sages-femmes. Et puis, on voit aussi, à notre grande surprise, le secrétaire et assistante médicale, puisque ce ne sont pas des professionnels qui sont embarqués dans le cadre de la matrice DMP. Donc voilà, ça nous a un peu surpris, mais en tout cas, on a récupéré aussi sa vision au travers de ce questionnaire. L'autre constat qu'on a fait, puisque le premier questionnaire nous permettait finalement de faire un constat des pratiques préexistantes, on s'est rendu compte que la plupart des 16 répondants avaient déjà une consultation du DMP. Donc voilà, donc ça c'est une première information. Que les profils qui n'avaient pas encore fait cette consultation, c'était plutôt les kinés, les infirmiers, quelques médecins. La plupart des raisons, c'était souvent lié aussi de la non-consultation, que le fait que le logiciel n'était pas forcément, on va dire, facilitant, notamment le fait d'aller sur la partie web PSDMP. On a aussi d'autres qui nous ont fait la remarque qu'il y avait une forte attente par rapport à la consultation intégrée. Mais ça, on reviendra un peu plus tard, puisque dans le cadre de ces missions, Inès reviendra sur la vague 2. L'autre sujet aussi, c'était le manque de connaissances entre le DMP et mon espace santé. Parfois, il y a encore des confusions. Et le fait aussi de ne pas savoir comment l'utiliser et se positionner. Donc ça, c'était la deuxième raison qui était souvent évoquée. Ça, c'est les retours essentiellement de la période du mois de mai, d'avril, excusez-moi. Et sur le mois de mai, on voit un changement, puisque finalement, l'expérimentation aussi a permis de développer les premiers usages. Les premiers retours ont été que, une fois qu'ils ont essayé, ils ont adopté, et que la fréquence
de la consultation se faisait de manière assez régulière pour la plupart des acteurs. Et on voit aussi qu'il y avait un autre usage qui nous intéresse, c'est le fait que finalement, même s'il y a principalement de la consultation qui se fait en s'authentifiant grâce à la carte CPS, on voit aussi la ICPS qui reste aussi présente et qui a été d'ailleurs évoquée dans certains retours d'expérience. Donc ça, c'est de la visibilité sur la fréquence. Et je crois, si je ne me trompe pas, que je passe à la main à Sue pour revenir sur justement la typologie des documents les plus consultés. Tout à fait. Donc, du coup, comme on vous le disait, il y a eu plus de retours sur le questionnaire du mois de mai. Donc, assez naturellement, on a plus de volumétrie sur les typologies de documents. Cependant, il y a quelques enseignements qui nous semblaient intéressants. Alors, on va se poser la question et je pense qu'on n'a pas forcément... enfin, en tout cas, que les deux réponses coexistent. On se rend compte qu'il y a les documents les plus consultés sont ceux qui sont poussés par les programmes de financement d'usage du Ségur du numérique. Donc, on retrouve les documents de sortie, les comptes rendus de biologie, les comptes rendus d'imagerie. Alors, est-ce que c'est parce que ce sont deux faits les plus alimentés et donc les plus présents dans les profils Mon Espace Santé? C'est certainement une des causes. Par ailleurs, la raison pour laquelle ils avaient été initialement identifiés, c'était aussi qu'on pensait que c'était ceux qui avaient le plus de valeur ajoutée. Et donc, en tout cas, on retrouve bien cette confirmation de corrélation. Ce qui est intéressant quand même, c'est que la prescription, comme vous le voyez, est un peu moins consultée. Alors, ce sera intéressant de se poser la question et de creuser la raison, notamment, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que c'est le type le plus consulté au niveau national. Et donc, ça sera intéressant de se poser la question de savoir si si le fait de fonctionner en parcours fait qu'on a un peu moins besoin d'aller consulter des prescriptions. Si on prend du coup les 7 typologies de documents sur mai les plus consultés, on a un document qui ne fait pas partie de ceux qui initialement étaient prévus dans ces fameux programmes de financement à l'usage en établissement de la VAC 1. C'est le compte-rendu de consultation. Et pour information, il avait bien été identifié comme étant un document important et donc il est prévu de le rajouter sur la VAC 2. Et puis, un autre enseignement qu'on trouvait intéressant de vous remonter, c'est l'apparition alors certes de quelques consultations, mais ça reste intéressant, de nouveaux cas d'usage. Notamment, on peut voir par exemple des directives anticipées, une consultation de certificats et des relevés. Et donc, ça montre aussi que au-delà de plus consulter en mai, il y a eu une diversification des parcours. Et donc, je pense qu'on touche là à des choses très intéressantes. Et donc, ça sera, évidemment, encore une fois, on n'est qu'à mi-parcours. Ça sera intéressant de voir comment est-ce que ça évolue ensuite dans les prochains mois. Si on continue, alors ça, c'est sur la partie usagers. On trouvait ça intéressant de poser la question donc, aux professionnels de santé qui ont répondu au questionnaire sur eux, leur perception de la partie usagée. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a environ un peu plus de la moitié des usagers enfin en tout cas des PS qui indiquent que leurs patients n'ont pas entendu parler de Mon Espace Santé. Si on est exact, c'est 57% qui n'en ont pas entendu parler et donc 43% qui en ont entendu parler. Donc ça reste des chiffres intéressants. Pour rappel, cette connaissance, elle est importante. Elle n'est pas nécessaire pour que, en soi, dans le dispositif, pour que les comptes soient actifs. Mais par contre, il faut qu'elle soit portée à la connaissance du patient. Il faut les informer du fait qu'il va avoir une alimentation ou une consultation pour qu'ils puissent éventuellement s'opposer. On reviendra sur cette question qui est très importante dans un second temps, mais en tout cas, c'est aussi pour ça qu'on suit attentivement cette question de la connaissance de Mon Espace Santé. En tout cas, ce qu'on trouvait intéressant, c'est que même si environ 1 sur 2 n'ont pas entendu parler de Mon Espace Santé, on remarque qu'il y a quasi aucune opposition. On a une réaction qui a été déclarée négative. Alors, on ne sait pas si c'est une opposition formelle, mais en tout cas,
les patients ont l'air, dès lors que les professionnels leur expliquent le dispositif, ont l'air de réagir soit de manière neutre, soit de manière positive, ce qui est déjà un enseignement très intéressant. Et puis, autre enseignement qui est très remonté et qu'on souhaitait vous partager et auquel on va essayer de répondre, c'est que beaucoup, donc 19 répondants sur 26, ont indiqué souhaiter bénéficier de support et d'aide à la communication auprès des patients. Ça aussi, on en reparlera ensuite. Mais en tout cas, on remarque que certains d'entre vous ont même proposé des initiatives sur des supports qu'on pourrait apporter pour mieux accompagner les patients et donc accompagner aussi les professionnels qui doivent expliquer ce dispositif. Et du coup, une dernière diapositive. Alors, on a trouvé intéressant de demander aux professionnels quels étaient les bénéfices qu'ils attendaient de cette consultation, donc d'essayer de se projeter dans ce monde de demain où la consultation sera possible de manière fluide, directement depuis les DPI. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit on a beaucoup de verbatim. Tout le monde, on a eu 26 réponses qui étaient très argumentées. Donc on sent bien, on l'a déjà dit, hein, mais qu'il y a une attente forte, que les bénéfices sont déjà bien identifiés. On a un nuage de mots là qui montre un peu, inspiré justement des verbatim, où ce que je trouve très intéressant, c'est que vraiment patient, le mot patient ressort de manière très forte. Donc c'est avant tout, je pense, une compréhension, une attente pour une amélioration de la prise en charge du patient, vraiment au bénéfice du patient. Et puis, ce qu'on trouvait aussi intéressant, c'est que on voyait que les bénéfices se répartissaient vraiment de l'amont de la consultation, donc tout ce qui est la préparation de l'arrivée du patient, jusqu'à, enfin, évidemment, au moment de la prise en charge, donc pour récupérer plus d'informations médicales, pour avoir un dossier plus complet, notamment, vous êtes nombreux à avoir cité l'historique du patient, l'accès à l'historique qui est souvent, enfin, qui est un peu potentiellement incomplet lorsque le patient arrive. Et puis, dans le suivi aussi de manière plus long terme, donc plutôt comme outil de coordination avec d'autres professionnels, et puis pour tout ce qui est pathologie complexe ou sur la durée. Et donc, en tout cas, c'est très intéressant de voir cette enfin, très bonne compréhension et identification de la valeur ajoutée de ce dispositif. Et donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Je sais qu'il y a des questions qui ont été posées à l'écrit. Oui, il y a pas mal de questions. Ouais. On peut en prendre quelques-unes pour lesquelles on n'a pas apporté de réponse. Il y en a eu pas mal. Alors, on regarde. Peut-être Bon, sur le sujet des secrétariats. Oui, alors attends, avant, on avait une question très directe, c'est-à-dire combien de profils Mon Espace Santé sont activés? Alors, on est à un peu plus de 13 millions d'eux. On vient d'atteindre les 19% de profils activés. Activés pour information, ça signifie qu'il y a eu une première connexion de la part de l'usager. Et donc, avec une répartition un peu hétérogène sur la population, sur les 25-69 ans, qui est quand même une de nos cibles prioritaires, on est aux alentours de 25% d'activation, avec un taux de rétention qui est plutôt très bon, avec environ une personne sur deux qui se reconnecte sur le mois suivant. Donc, une fois que les usagers se connectent, une fois, ils tendent à se reconnecter, sachant évidemment que tout le monde n'a pas vocation non plus à y aller tous les jours, heureusement d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà. Et donc, évidemment, c'est une métrique qu'on suit attentivement. Et donc, on est sur environ l'équivalent de la ville de Lyon qui se connecte, enfin, qui active pour la première fois leur profil chaque mois, puisqu'on a environ 530 000 même nouvelles activations sur les 3 derniers mois de Mon Espace Santé. Très bien. Et du coup, effectivement, pas mal de questions autour de l'accès en mode consultation par les secrétariats médicaux. Ouais. Alors ça, c'est intéressant. J'ai vu que vous êtes quelques-uns que je dois du coup que je reconnais des communautés d'établissements. C'est effectivement pas, c'est pas un sujet qu'on découvre. On a voulu le réexprimer puisqu'il remontait à nouveau. Et donc, même si on le connaît, on voulait aussi voilà, être transparent sur les remontées qui nous sont faites. Mais effectivement, c'est pas une surprise de notre côté. Ça, c'est un point bien identifié.
Comme je l'indiquais par l'écrit, c'est la matrice d'habilitation aujourd'hui qui régit d'un point de vue réglementaire l'accès aux informations présentes dans mon espace santé par profession. Et donc aujourd'hui, la profession secrétariat médical, enfin des secrétaires médicaux ne sont pas présentes. Il y a des complexités qui sont notamment liées au fait que c'est une profession qui n'est pas très structurée, mais du coup, on essaye d'échanger avec on échange avec des associations, notamment de secrétariats médicaux, et c'est un besoin qui est à la fois identifié, complexe à résoudre, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire. Et du coup, il n'y a pas de date. J'ai vu quelqu'un qui demandait une date. Oui, j'ai répondu qu'effectivement, il n'y avait pas de date à ce stade, mais qu'on a, voilà, effectivement, c'est pas un étonnement, mais pour être conforme à l'expé, il fallait quand même qu'on le redise, puisque tous les établissements nous en font part. On avait également une question dans le même esprit, mais je la pose. Quid de la consultation des professionnels qui ne disposent pas de numéro RPPS? Ouais, ça pareil, enfin, c'était ma réponse d'ailleurs, c'est de dire qu'il faut. On est dans l'obligation, j'ai vu passer la question d'ailleurs du secret médical, c'est-à-dire qu'on a évidemment à la fois vocation à faire en sorte que la circulation de la donnée médicale permette la meilleure prise en charge des usagers et aussi de leur donner le droit, eux, à avoir accès à leurs informations médicales, tout en préservant quand même la sécurité des données et justement le bon usage de ces données par des professionnels qui sont habilités. Et donc, aujourd'hui, il est effectivement impératif de pouvoir s'authentifier comme professionnel faisant partie de cette matrice d'habilitation pour avoir accès aux données. Très bien. Il y avait une autre question plus globale. Vous êtes plusieurs à vous être posé la question finalement sur quel logiciel on était pour consulter le DMP. Donc, je confirme, là, l'expérimentation, elle s'appuie bien sur la consultation à partir du web PSDMP et donc pas de manière intégrée depuis les dossiers patients informatisés. Donc, je fais attention à bien décrire les concepts parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'utiliser les abréviations sans les expliciter. Donc, vous avez raison de nous le dire. Donc, effectivement, cette fonctionnalité de consultation intégrée, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment l'objet de la vague 2 à l'hôpital et sur laquelle les éditeurs travaillent actuellement. C'est-à-dire qu'on leur a demandé de faire un certain nombre d'évolutions logicielles pour intégrer des fonctionnalités à valeur ajoutée et qui permettront aux professionnels de santé de consulter plus facilement, d'une part, et d'intégrer des documents depuis le DMP vers le dossier patient informatisé, d'autre part. Et donc ça prend du temps. Donc, ils sont actuellement en train de travailler sur leur solution. Et donc, on estime que les premiers déploiements auront lieu T1, T2 2025 en établissement de santé. Voilà. Pour l'explication vague 2. Je vous propose de continuer, sinon on va avoir du mal à tenir le timing. Ouais. Donc là, on va laisser justement la parole, et cette fois-ci non plus au national, mais vraiment aux établissements qui sont embarqués dans l'expérimentation. Et pour cela, nous allons commencer avec les hôpitaux du bassin de Thau. Et je crois qu'on a différents acteurs qui sont avec nous. C'est ça, normalement, on a Dr Sorito. Oui. Alors, docteur Laure Sorito, je viens de voir. Nous avons aussi monsieur José Casa Aragon qui est bien connecté. Normalement, vous avez le droit d'ouvrir vos micros pour prendre la parole. Et je crois, il me semblait avoir vu le troisième intervenant. Si, François Cros, pareil, vous avez la possibilité d'ouvrir vos micros pour pouvoir justement répondre aux quelques questions qui sont affichées à l'écran. Bonjour à tous, François Cross. Alors moi je suis du service informatique, je suis surtout là en support du docteur Sorito en cas de problématique, mais c'est elle qui doit nous faire un retour sur l'usage qu'on en fait au HBT. Alors je vais voir avec elle si elle a un souci de connexion ou un souci de micro. Alors, sinon, si Laure est disponible, sinon, bon, José également, donc directeur du système d'information aux hôpitaux du bassin de Thau. Donc, si Madame Sorito peut se connecter, sinon j'essaierai de donner quelques... Si elle est connectée, c'est bon. Je la vois. Merci. Excusez-moi, j'avais un appel, je n'ai pas suivi les dernières minutes. C'est pile au pire, c'est toujours au mauvais moment.
Salut Oui, Laure. Laure, En fait, voilà, on attendait ton retour d'expérience. Voilà. voilà, par rapport aux questions qui sont présentées sur l'écran devant nous, les motivations, etc., etc. Les motivations, nous, on avait été inscrits dans le Ségur et donc, notamment, on verse systématiquement tous les comptes rendus d'hospitalisation, les ordonnances, etc., dans le DMP. Le parcours, c'est surtout parce qu'on a un gros secteur de gériatrie qui couvre tout l'ensemble du parcours. On a un service d'urgence, on a un court séjour gériatrique, on a une unité mobile de gériatrie, on a un SSR gériatrique, on a un USLD, on a des EHPAD, donc vous pouvez complètement s'inscrire dans ce parcours-là. Les bénéfices de la consultation, nous n'avons que des bénéfices. Moi, j'en suis ravie parce que ça me permet, pour mes patients qui sont déficitaires, de pouvoir avoir des informations plus rapidement que d'appeler le médecin traitant, quand les DMP sont bien achalandés, on récupère vraiment beaucoup d'informations. Et au quotidien, ça nous aide, parce qu'on a quand même du mal avec nos patients âgés à récupérer l'intégralité des informations. Ça évite des doublons d'examen, ça évite des erreurs médicamenteuses, parce qu'on apprend, par exemple, qu'il y a des patients qui sont sous psychotropes, information qu'on n'avait pas, et ça évite les périodes de sevrage avec les décompensations. Voilà, il y a beaucoup d'avantages. Le bémol et peut-être le rapport d'étonnement, c'est ça, c'est que il y a un certain nombre de personnes qui sont suivies en cancérologie et il n'y a que les comptes rendus d'hospitalisation qui sont envoyés dans le DMP. Il n'y a pas les comptes rendus de consultation, mais ça marche aussi pour tout ce qui est TEP scanner, etc. C'est-à-dire, si le patient a été hospitalisé, on récupère les informations, mais s'il a été juste vu en hôpital de jour, etc., là, je ne les ai pas. Et donc, ça, c'est un petit peu embêtant parce que ça nous pénalise dans le recueil des informations. Ce qui est embêtant aussi, c'est que les secrétaires n'aient pas accès. Alors, soit il faudra que les secrétaires puissent avoir accès pour faciliter les choses, sauf si de nos ordinateurs, enfin de nos logiciels métiers, si on veut récupérer directement les documents. Là, ça pourrait être, à ce moment-là, ça rendra inutile, entre guillemets, que les secrétaires, ou les secrétaires de toute façon pourrions avoir accès. Et la problématique qu'on a, mais je ne sais pas si c'est juste sur notre région, c'est par rapport à la biologie. En 2023, on avait toute la biologie, mais pas en 2024. Alors, il y a un problème a priori avec les laboratoires, parce que ça, c'était pratique. Moi, généralement, quand je consulte le DMP, je regarde tout. C'est très utile aussi pour tout ce qui est vaccination. Ça nous permet d'avoir une vision précise pour les patients. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Je rajouterai juste une chose, mais qu'on a déjà largement évoquée depuis le début de la réunion, c'est que nous attendons avec impatience qu'on puisse accéder à mon espace santé directement à partir de nos DPI, à monocontextuel ou autre, parce que bon, c'est vrai, c'est un usage développé déjà, mais on le fait, Madame Sorito vient de le démontrer, mais le jour où ce sera facilité techniquement, ce sera, je ne vais pas dire parfait, mais presque, quoi. Moi, je n'y accède que par la carte ICPS. Je n'ai pas de carte CPS, enfin, je n'ai pas de lecteur. Je vois qu'il y a une question, alors c'est peut-être plutôt côté DSI sur le niveau de qualification de l'INS. Je me permets juste de préfacer effectivement en disant que ça a un impact direct pour à terme pouvoir effectivement accéder aux documents de mon espace santé puisque l'INS doit être qualifié. Et donc, Alors oui, tout à fait. Alors, donc, on avait été expérimentateur également, enfin pas expérimentateur, mais on avait candidaté au domaine 1, 2, 3, puis 4 du Ségur. Et lors des mesures donc, qui datent maintenant de 2 ans pratiquement, pour les domaines 1, 2 et 3, on avait un taux de qualification qui était aux alentours de 90%, et que je ne vous cache pas être en baisse un petit peu constante depuis le 1er janvier 2023. Donc il faut qu'on remette un petit peu le pied à l'étrier des divers acteurs pour justement ne pas baisser de trop, mais c'est en effet un prérequis indispensable à cette partie-là. super. Et une question pour vous, docteur, sur la vaccination, savoir quels documents vous consultez. Je ne sais pas si vous savez. En fait, dans le DMP, il y a un onglet vaccination où il y a l'intégralité des vaccinations.
Donc, pour nous, ça peut être très utile, par exemple, pour des patients qui ont une pneumopathie, savoir s'ils ont déjà été vaccinés contre le pneumocoque ou pas, parce que du coup, ça change la prise en charge. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et sinon, merci beaucoup pour ce témoignage très intéressant. Et je vous propose qu'on laisse du coup la parole au suivant. Nous vous remercions, y compris pour votre accompagnement, bien sûr. Merci. Et du coup, la structure suivante, c'est le centre hospitalier de Pau. Et je crois qu'on a avec nous notamment Dr Frédéric Normand, qui est gériatre et médecin référent de la hotline gériatrique, qui va revenir justement sur le parcours qui a été identifié dans le cadre de l'expérimentation. Docteur, normalement, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, je pense que vous m'entendez, non? Très bien. Voilà, bonjour. Bonjour à tous. Alors, bon, je vais peut-être faire un peu de redite avec la personne précédente, parce que donc, bon, moi aussi, je suis médecin dans un secteur de gériatrie. Donc, moi, je m'occupe d'une hotline, hein, donc on fait de la coordination entre la ville et l'hôpital pour gérer tout ce qui est demande d'admission directe, mais aussi avis, téléexpertise, téléconsultation, etc. Nous, nos motivations pour participer à l'expérimentation, elles étaient relativement évidentes. C'est ce qui a déjà été dit par ma collègue. C'était le gain de temps, le gain en efficacité et surtout éviter à nos patients qui sont âgés, donc généralement un dossier médical un peu long, un peu fastidieux, un peu lourd, et puis qui sont souvent polymédiqués, qui font parfois plusieurs séjours dans différents établissements de soins. L'hôpital de Pau, on fait partie on est support d'un groupement hospitalier de territoire. Donc, il y a des patients qui ont parfois vocation à aller dans un hôpital qui est à 50 km de Pau. On n'avait pas forcément accès. Enfin, voilà, c'était beaucoup de temps perdu de récupérer ce qui avait été fait, les traitements déjà proposés dans d'autres établissements. Et donc, c'est un bénéfice évident pour nous. Surtout, donc, moi, voilà, en coordination, c'est-à-dire en amont, en fait, d'une hospitalisation pour préparer les choses, donner des avis pertinents. Et donc, forcément, c'est un bénéfice aussi pour nos patients, pour éviter la iatrogénie médicamenteuse, la iatrogénie des examens aussi, etc. Pourquoi on a choisi ce parcours? Je pense que je l'ai déjà dit. Alors, pourquoi mon établissement avait proposé la hotline, enfin, et pourquoi nous, la gériatrie, on a proposé la hotline? Déjà pour notre interface avec la médecine de ville. D'une part, d'autre part aussi parce qu'on est une petite unité, hein. Nous, on est un médecin, une infirmière, ce qui fait qu'il y avait plus il y avait des facilités, on va dire, pour mettre en place la consultation, les modalités. Nous, là, on est en train de... J'en profite. On est dans du très pratico-pratique, mais résultat, c'est que nous, un des problèmes qui se posait, c'est que moi, j'ai un numéro RPPS, donc forcément, je peux accéder facilement au DMP, mais l'infirmière, par exemple, n'avait pas de RPPS. Donc voilà, ça, on est en train de régler ce problème avec nos accompagnants de la CPM et de l'ESEA. Donc on avance en plus. On a aussi motivé, résultat, ça nous a permis, je glisse là sur les bénéfices de la consultation aussi, mais ça nous a permis, nous, de motiver mes collègues des services de court séjour gériatrique quand on anticipe, en fait, quand on prépare des hospitalisations à la consultation, enfin, leur faire part de tout l'intérêt que ça pouvait avoir de la consultation du DMP sur des séjours précédents hospitaliers, sur les dossiers de liaison avec les EHPAD, sur les traitements déjà mis quand c'est rempli. Voilà, et puis sur le rapport, alors le rapport d'étonnement, c'est un terme qui m'était moi pas très familier. Non, je dirais que on a l'impression quand même que l'outil est de plus en plus fourni, même si ça fait pas longtemps qu'on s'est lancé dans l'expérimentation. Nous, on peut essayer aussi d'être moteur pour inciter nos collègues à incrémenter en fait le dossier. Enfin, on essaye, du moins. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que... Merci. Je suis en train de regarder pour voir s'il y a des questions. N'hésitez pas à lever la main pour justement poser les questions. Vous n'êtes pas obligé de les laisser simplement par écrit. Je vois qu'il y a eu quelques petits messages qui ont été mis dans le fil de discussion. Donc,
Est-ce qu'il y a des parcours de consultation aux urgences? Oui, ça fait partie des parcours identifiés, mais il n'y aura pas de REX aujourd'hui. Donc, il faudra revenir pour le REX final pour avoir ce retour. On avait une question, je pense, en lien avec le dernier témoignage peut-être. À quelle fréquence consultez-vous les DMP? Tous les jours, toutes les semaines? Peut-être vis-à-vis des deux PS qui sont exprimés. Alors, bon, moi, je suis toujours connectée, donc je vais répondre pour ma partie, donc Pau. Nous, on essaye en fait de consulter le DMP pour chaque patient pour lequel on est sollicité. Donc, ça fait une douzaine d'accès par jour. Je ne sais pas si on parle en termes de volume. Voilà. Chaque professionnel de santé qui nous sollicite, déjà, on va vérifier si on peut avoir l'accès et ensuite, on essaye de faire ça pour tous. Pour ma part, je le consulte quand j'ai des difficultés à obtenir la totalité des informations. Quand le patient arrive avec tout son dossier, c'est pas utile. D'accord. J'ai cru voir une main levée. N'hésitez pas, hein. Je réitère si vous voulez poser votre question. C'était le CH d'Arles, il me semble. Et peut-être que la question a déjà été répondue. Sinon, on peut continuer. On continue et on laisse la parole à notre dernière structure pilote, qui est le CHU de Grenoble, avec normalement Madame Camille Lavorel qui est connectée. Tout à fait. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Parfait. Ouais, bonjour. Oui, du coup, je représente le CHU. Les deux professionnels, enfin les trois professionnels en fait impliqués ne peuvent pas témoigner aujourd'hui. Donc, ils m'ont laissé la parole. Du coup, sur les motivations, ce qui nous a motivés à participer à l'expérimentation, c'était différentes manières. Il y a une forte dynamique qui a été mise en place dans le Ségur Bagun au niveau du CHU. Donc, on a beaucoup sensibilisé les PS et les professionnels, pardon, et on les a beaucoup impliqués dans ce Ségur. Donc, naturellement est venue la question de la consultation. Donc, de toute façon, c'était un projet qu'on devait mener et on a vu cette expérimentation comme une façon pour nous de qualifier un petit peu le besoin d'accompagnement qui allait découler des besoins de consultation. Donc, pour pouvoir un peu qualifier tout ce qu'il fallait qu'on crée, les procédures, les documents, voir les niveaux d'accompagnement, est-ce qu'un webinaire était suffisant, par exemple, ou est-ce qu'il fallait voir chaque service. Donc, nous, côté DSN, on voyait ça aussi comme une opportunité d'apprendre un peu. Ça nous permettait aussi d'appréhender les contraintes organisationnelles et techniques, donc typiquement les cartes CPS, les lecteurs de cartes, les choses très terre à terre, mais qu'on n'avait pas forcément identifiées au départ, et aussi de pouvoir appréhender des volets plus légaux, qui sont tout ce qui est information patient et information des professionnels de santé sur leurs droits et leurs devoirs au niveau de la consultation du DMP. Voilà, donc pour nos motivations. Et puis, une des motivations premières, c'est toujours essayer d'être en amont et pas de subir les améliorations nationales et d'essayer d'anticiper un petit peu les choses. Les choix de parcours, donc nous, on a choisi 2 parcours, la psychiatrie et l'oncologie, parce que c'est dans ces parcours-là que les médecins sont les plus moteurs chez nous, déjà. Et aussi, puisque en fait, la psychiatrie, pardon, c'est une des spécialités qui est réalisée dans divers établissements qui ne sont pas forcément dans le GHT. Nous, on a la chance d'avoir un DPI, donc un dossier patient informatisé de GHT, donc avec un partage d'informations sur l'ensemble du GHT. Donc ça, c'est bien, mais pour tout ce qui est établissement hors, qui ne sont pas sur cette base unique, on a des soucis pour accéder aux documents, notamment. Donc ça nous permettait d'avoir accès à ces comptes rendus. Et pour les psychiatres, c'était aussi un intérêt plus là pour voir tout ce qui était données de remboursement, donc tout ce qui est thérapeutique. Alors on ne sait pas, on sait que le patient est allé se faire délivrer un médicament, on ne sait pas s'il l'a pris, mais ça peut donner déjà une information sur ses thérapeutiques, enfin sur ce qu'il prend en médicament. Et côté oncologie, ce qui a été mis en avant, c'était la préparation des consultations. Donc ça a déjà été dit, mais c'est parfois des consultations sur des historiques qui peuvent être lourds. Les patients n'arrivent pas forcément avec tout le volume d'examen, tous les résultats d'examen qu'il a pu avoir dans sa vie. Donc ça permet de récupérer un petit peu tout l'historique en amont de la consultation.
Donc ça, ce qui nous a permis justement l'expérimentation, c'est de voir que pour pouvoir consulter un DMP en amont, il faut déjà en informer le patient. Enfin, donc voilà, toute la chaîne un petit peu d'information qui découle de l'accès au DMP. Voilà pour ça. Au niveau des bénéfices, bon, c'est un peu de la redite parce que tout a été déjà un peu dit, mais les vrais bénéfices qui ont été remontés par les médecins, c'est l'accès à l'historique du patient, à ses antécédents, à sa synthèse médicale, si elle a été générée. Les médecins apprécient beaucoup la vue parcours. Alors, ils appellent ça la vue parcours, mais en fait, c'est la vue avec les dates dans le DMP, pardon. L'accès à la biologie et à l'imagerie de ville. Donc ça aussi, c'était un point positif. Même si au niveau de la biologie, ce qui gêne, c'est les noms des documents qui s'appellent tous CRBio, quelque chose, donc il faut tous les ouvrir un par un pour pouvoir voir les résultats. On ne peut pas chercher par typologie d'analyse, par exemple, mais du moins on peut retrouver quand même les informations. Et donc les données de remboursement. On en a déjà dit. Donc, au niveau des bénéfices, ce qui a vraiment été soulevé aussi depuis le début, c'est ce qui est très, très attendu, c'est l'accès depuis le DPI. Donc ça, c'est attendu parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. WebDMP, bon, même si voilà, une fois qu'on a compris comment ça marche, ça va. Mais c'est pas forcément inné pour tout le monde. Il faut avoir sa carte CPS, le code de sa carte CPS, ou la ICPS avec son téléphone portable. Il faut avoir du Wi-Fi. Enfin bref. Donc ça complexifie quand même un petit peu les choses. Donc l'accès au DPI, tout le monde est d'accord sur le fait que ce sera vraiment un plus. Et sur les rapports d'étonnement, alors j'avais mis quelques verbatims. Alors les médecins qui ont commencé sont tous très élogieux de ça. Alors il y a des défauts, hein. Nous, on avait vraiment pris cette expérimentation comme un biais pour faire remonter nos besoins et puis les besoins d'amélioration. Mais de façon très générale, il y a beaucoup de médecins qui me disent, mais en fait, comment on a fait pour travailler sans ça jusqu'alors? Parce que c'est quand même très utile, on a beaucoup d'informations, de plus en plus d'informations, même s'il y a quand même un temps de prise en main qui n'est pas à minimiser, mais une fois qu'on a compris comment ça marche, comment retrouver des informations, on trouve beaucoup d'informations pertinentes, c'est très efficace. Bien sûr, avec toutes les améliorations qui vont monter dans l'expérimentation, ce sera que mieux plus tard, mais déjà, c'est déjà un grand pas pour la prise en charge des patients. Et que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont attendues, mais dans l'état, c'est déjà bien. On a pas mal de médecins qui nous demandent d'aller plus vite. Donc ça, c'est plutôt un message pour la DSN, mais qui nous demandent d'aller vraiment plus vite dans le déploiement parce que voilà, tous les médecins se sentent vraiment concernés maintenant par ça et par le besoin d'aller voir. Un des points rapport d'étonnement aussi, alors c'est peut-être lié aussi un petit peu au CHU, alors je pense que d'autres établissements sont peut-être concernés, c'est qu'on a une des problématiques, on retrouve beaucoup nos propres documents. Alors ça, c'était le fait aussi, Ségur Vagun, on a alimenté très massivement mon espace santé. Donc on retrouve beaucoup nos documents, beaucoup nos ordonnances et ça noie un petit peu les informations importantes. Mais voilà, je pense que nous aussi, établissement, on doit rentrer dans une démarche un peu qualitative et pousser peut-être un peu moins, mais un peu plus de façon qualitative les documents sur l'espace santé. Et voilà, sur ce qu'on pourrait dire. Merci. Je vois qu'il y a des questions qui sont pour les 3 ES pilotes. Donc, du coup, j'en profite. Il y avait une première question qui était justement, avez-vous une idée du taux de DMP effectivement alimenté avec des informations utiles ou est-ce que vous êtes encore constat justement où il y a encore des DMP encore vides et en fait, le DMP vide, j'ai plus vraiment. Là, c'est plutôt le cas que disait justement juste avant, c'était finalement, vous voyez vos propres documents et l'idée, c'est d'avoir d'autres acteurs qui viennent alimenter. Oui, alors les DMP vides, on en a, mais alors du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le patient, c'est qu'il n'a pas eu vraiment d'antécédents médicaux, ça peut arriver. Aussi. Alors, on a des vides, on a des trous en fait dans la raquette. Alors ça, il y a un établissement qui l'a dit, on ne l'explique pas forcément. Mais on a des trous dans la raquette, on a certains DMP où il y a beaucoup de documents d'imagerie, d'un coup plus rien, d'un coup de nouveau. Pareil pour la biologie. Donc c'est un peu dommage, alors que les patients, du coup, les patients souvent reviennent avec le reste, le delta, mais ça demande un peu un travail de secrétariat, d'où le besoin d'avoir accès au secrétariat aussi pour préparer tout ça. Mais oui, il peut y avoir des trous dans la raquette, mais des DMP vides. On a une autre question adressée aux ES pilotes.
Des actions particulières ont-elles été engagées vis-à-vis des PS de ville dans le cadre des expérimentations? Et si oui, comment, dans quel cadre? Alors, nous, côté, alors je réponds pour le CHU Grenoble, mais pour côté CHU, nous directement, pas de façon institutionnelle. Après, on sait que les médecins entre eux discutent pas mal. On a des représentants du CHU qui sont dans des commissions territoriales où là, il y a de la pub qui est faite, alors la pub entre guillemets, qui est faite sur l'espace santé, sur le fait qu'on alimente. Je pense que c'est plutôt après le travail qui est fait par la CEPAM et par l'ARS sur la médecine de ville. Et de manière complémentaire, hein, on sait, alors voilà, on n'a pas pu faire intervenir tous les établissements pilotes, mais on sait que certains établissements pilotes, naturellement, en fait, se sont, entre guillemets, engagés au titre de leur établissement, mais au-delà de ça, naturellement, ils ont engagé effectivement une démarche d'échange avec leurs partenaires, en particulier en ville, pour justement les inciter à alimenter afin que du coup, en établissement, on puisse identifier les documents utiles au parcours. Et donc, effectivement, ça s'est fait plutôt de manière informelle entre établissements et partenaires usuels. Et du coup, j'en profite. Est-ce que les deux structures, juste avant, souhaitent rebondir sur justement les questions qui ont été évoquées? Non, juste une précision. Alors, c'est pas ma partie, mais je sais que pour avoir discuté pas mal avec la personne de la CPAM, enfin, je sais que les établissements, nous, les EHPAD, parce qu'en gériatrie, on travaille quand même beaucoup avec les EHPAD. Les EHPAD ont été bien sollicités et incrémentent quasiment toutes maintenant le DMP. Enfin, en tout cas, je parle pour l'agglo paloise. Et idem sur les professionnels de santé, les médecins généralistes libéraux, ils ont été plus que sensibilisés. D'ailleurs, d'où le fait qu'on ait de plus en plus, on le voit de plus en plus, des dossiers qui sont quand même assez fournis. On a une autre question pour les établissements pilotes. C'est très variable. On a des dossiers qui sont très complets avec des synthèses médicales, etc. Et hier, j'ai encore eu un DMP qui était complètement vide, mais c'est une dame qui, après avoir eu sa famille, qui ne consulte jamais son médecin. Donc, du coup, ça explique cela. C'est pas que la donnée manque, c'est qu'elle n'existe pas. Je ne sais pas si on peut prendre encore quelques questions, Nelsa. Je pense qu'on a encore l'occasion de prendre deux ou trois questions encore. Ah, ton micro est coupé. Attends, ou alors c'est moi qui ai un problème. Je t'entends plus. Ah, vous m'entendez plus? C'est bon. Ok. Alors, sur la partie droits et devoirs des professionnels vers les patients, avez-vous procédé pour rassurer les professionnels de santé? C'est assez impressionnant parce qu'on... Pardon, allez-y. Alors nous, on a pour les médecins, pour le CHU Grenoble, hein, pour les médecins qui étaient un peu inquiets. Alors souvent, c'était plus, on les a déjà un peu, on les a un peu inquiétés quand on leur a parlé un petit peu de leurs droits et surtout les droits des patients, le fait que les patients soient notifiés tout de suite dans l'accès au DMP. Même si le patient n'a pas activé son espace santé, ça c'est important de le dire, il est notifié tout de suite. Donc au début, ils étaient un peu stressés. Ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a fourni à les médecins qui étaient un peu angoissés là-dessus, du verbatim, un peu du langage sur mon espace santé, comment les sensibiliser. Et ensuite, après, la sensibilisation auprès des patients se fait au niveau de l'établissement et pas au niveau de chaque médecin. Donc, ce n'est pas leur travail directement. Finalement, la sensibilisation est plutôt faite au niveau des secrétariats et du BDE, qui sont en fait les points d'entrée le point de sortie finalement pour l'information auprès des patients. Très bien. Je regarde d'autres questions. Alors, on avait aussi une question vis-à-vis des préparateurs en pharmacie. Est-ce qu'ils ont accès au DMP via le web PSDMP avec une ICPS? Du coup, Suan, je te laisse, ou Anne, je laisse répondre à... Les préparateurs en pharmacie sont bien, je ne sais pas si vous m'entendez, si c'est bon. Oui. Ils sont bien mentionnés dans la matrice d'habilitation du DMP. Après, il faut qu'ils soient enregistrés au RPPS+, afin d'avoir la délivrance de leur carte. Et donc, par la suite, oui, ils pourraient très bien avoir accès eux aussi aux différentes informations.
Et l'autre sujet, un peu sur la même thématique, hein, c'est existe-t-il un lien entre DMP et dossier pharmaceutique? Alors, pas aujourd'hui. Il y a des, voilà, il y a des discussions, il y a des travaux avec le CNOP, entre la CNAM et le CNOP. Voilà, on n'a pas tout à fait le même niveau de granularité dans, je dirais, les attentes respectives pour l'instant. Mais voilà, il y a des ateliers en cours, donc c'est toujours des temps un petit peu longs. Et c'est vrai que c'est pour ça que voilà, je pense je suis contente de voir qu'il y a ces cas d'usage au sein des PIUI et j'en ai moi-même capté plusieurs. Donc, on va dire, en attendant, vous pouvez aller exactement consulter mon espace santé. Et en plus, c'est vrai que pour le dossier pharmaceutique, aujourd'hui, il faut la carte physique, carte vitale. Donc, demain, peut-être avec l'appli carte vitale aussi, ça sera plus confortable. Mais en plus, le moyen d'accès au dossier pharmaceutique est aujourd'hui finalement plus compliqué que mon espace santé. Mais forcément, je prêche pour ma paroisse. Et tu as la même question sur la télémédecine, il me semble, enfin sur le lien télémédecine-DMP. Alors, il n'y a pas de lien aujourd'hui. Voilà. Après, je dirais, les différents outils qui vont faire qu'on pourrait avoir un lien entre mon espace santé et ce type d'outils, c'est si on a des outils, des applications référencées au catalogue de mon espace santé avec échange de données. Donc, ça veut dire s'inscrire dans le processus de référencement et être validé en commission de référencement. Et ensuite, bien sûr, comme l'usager reste le boss de ces données, faire en sorte que l'usager valide le niveau de synchronisation qu'il souhaite entre l'outil de télésurveillance, voilà, téléconsultation et mon espace santé. Alors, le lien n'est pas possible aujourd'hui de manière directe depuis les logiciels métiers de télémédecine, mais un professionnel de santé peut accéder quand même au web à mon espace santé. voilà. Oui, lui par lui-même, Oui. pas par mais exactement, ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est pas une synchronisation, on va dire, directe, mais oui, tout à fait. Il peut avec sa CPS, sa ICPS, ouais. Et on a une question sur la consultation du DMP de personnes décédées. Est-ce que cette consultation est possible ou pas? Non. En tout cas, il y a un petit délai, sauf erreur de ma part, Anne, avant que ça remonte, que l'information du décès. Si je décède tout à l'heure à 15h30, c'est vrai qu'à 15h31, mon MES est encore ouvert. Ah, mais c'est intéressant pour les directives anticipées, typiquement. Exactement, non, mais tout à fait. Je blague, mais j'étais contente de voir qu'il y avait justement dans vos résultats de questionnaire les directives anticipées qui ressortaient parce que c'est hyper important et qu'on a eu énormément de demandes, que ce soit des urgentistes ou des anesthésistes réanimateurs, de pouvoir capter cette information et même s'ils se font conforter les informations auprès des proches, des aidants, savoir que la personne a réfléchi à des directives, c'est très précieux dans la prise en charge. Et juste pour terminer, effectivement, lors du décès, au décès de la personne, le compte Mon Espace Santé est fermé. Et donc, ça fait d'ailleurs partie des chiffres des comptes Mon Espace Santé qui sont aujourd'hui fermés, qui est de 3,6%. Mais dans ces 3,6%, 1,4% sont en fait des oppositions du vivant de la personne et le reste sont la prise en compte des décès. Exactement, qu'on traite maintenant au fil de l'eau, ouais, tout à fait. Alors, il y a une question, mais pareil, on vous remettra en visibilité les ressources. C'est je cherche désespérément un tuto pour diffuser au sein de l'établissement. Est-il prévu de mettre un tel support à disposition des établissements sanitaires? Un tuto sur le web PSDMP? Alors, si c'est le web PSDMP, on en a même deux. On en a un qui est très complet, d'une quarantaine de minutes. Et il y a la version courte aussi. C'est ça, il y a la version courte. Et alors, pour les plus courageux, si vous allez sur web PSDMP, il y a aussi le tuto écrit, séquencé par sous-partie. Et on va essayer de faire en sorte, par sous-partie, de vous faire justement une petite vidéo de façon à ce que, voilà, suivant un peu, j'allais dire, le niveau de maturité, de prise de connaissance de l'outil, vous puissiez avancer, mais sur des vidéos très courtes de 3 minutes qui sont du coup plus confortables en prise d'infos. Du coup, j'ai vu très rapidement une main levée. Clarisse, tu veux peut-être ouvrir le micro pour la dernière question? J'ai l'impression qu'elle a été rebaissée. Elle a levé et elle a... Hop. Donc, apparemment, c'était une erreur. C'était une erreur, d'accord. Pas de souci. Et peut-être toujours sur le décès, les 10 ans de conservation, c'est en interne, on a une obligation effectivement de
conserver et que les documents, les informations puissent être accessibles sur demande particulière, mais elles ne le sont plus de manière grand public, enfin, même si évidemment toujours dans le respect de la matrice d'habilitation, mais elles ne sont plus accessibles à un professionnel de santé. Ok, peut-être qu'on peut continuer. Et puis, il y a des questions qui sont un peu passées, mais on vous y répondra par ailleurs. Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup. Donc. Et du coup, je laisse justement Inès revenir sur les points saillants à mi-parcours. Oui, alors le terme point saillant, il n'est pas neutre, hein. C'était, voilà, vous savez là que du coup, on est à mi-parcours de l'expérimentation. Et effectivement, on ne peut pas s'inscrire encore dans des enseignements finaux. Et c'est pour ça qu'on préfère parler de points saillants, de points d'intérêt, mais dont beaucoup, en fait, ont déjà été traités, notamment par les établissements pilotes. Et finalement, c'est une forme de synthèse qu'on vous propose là. Donc, on voulait quand même vous mettre en visibilité le fait que la consultation, ça nécessite une phase de préparation qui est à anticiper. Et ça s'est vu sur l'ensemble des établissements pilotes. Ce qui nous a frappé, nous, c'est qu'effectivement, au moment de la candidature, les établissements nous ont proposé un certain nombre de parcours. Et quand il a fallu éprouver la vraie vie, on s'est rendu compte parfois que ce n'était pas forcément possible de les mettre en œuvre pour différentes raisons. Et donc, pas mal d'établissements ont dû revoir les parcours qu'ils avaient proposés à leur candidature ou les faire évoluer en cours d'expérimentation. Quelques exemples ou critères ou arguments, raisons, qui peuvent expliquer ces évolutions nécessaires, c'est bien entendu en première intention la disponibilité des professionnels de santé. On a pu aussi constater qu'il pouvait exister des freins juridiques, notamment en illustration, un service autour de du prélèvement d'organes qui souhaitait vraiment s'embarquer dans cette expérimentation hyper dynamique, hyper motivée, et qui, grâce à leur implication, nous ont mis en évidence en fait un questionnement juridique autour du contour de l'équipe de soins. Est-ce que ce service à proprement parler est considéré comme étant personne de l'équipe de soins ou pas? Et c'est un vrai questionnement qui est remonté jusqu'au niveau national pour lequel voilà, il y a eu une instruction et des échanges en cours. Mais voilà, du coup, ça prend du temps et ça implique parfois que les expérimentations, en fait, elles vont un peu moins vite que ce qu'on avait prévu au départ. On a également des ils sont partis sur des parcours qui appelaient quelque part la consultation d'un type de document bien précis. Et lorsqu'ils sont allés consulter les DMP en question, ces types de documents bien précis n'étaient pas forcément alimentés. Donc, faire une expérimentation en matière de consultation sur des documents qu'on attend qui sont absents, forcément, ça re-questionne en fait le choix du parcours. Donc voilà, il y a eu toute une étape, on va dire, de consolidation du choix du parcours pour nous que les professionnels de santé sont disponibles, qu'il n'y a pas de frein juridique à ce que les professionnels mobilisés consultent le DMP au regard du cadre réglementaire, et enfin que le contenu permette de créer des vrais usages. On a également des établissements qui ont dû adapter leur processus de prise en charge pour intégrer le temps de consultation. Et donc ça, adapter les processus, ça prend aussi du temps et ça nécessite aussi de beaucoup parler avec les professionnels de santé. Le sujet aussi qui a été évoqué par un établissement pilote, c'est le sujet de la qualification de l'INS. La qualification de l'INS, c'est un prérequis à la consultation. Si les INS ne sont pas qualifiés, les professionnels de santé ne peuvent pas consulter. Et donc forcément, comme c'est un prérequis à la consultation, qui est encore plus prégnant que dans le cadre de l'alimentation pour les professionnels de santé, forcément, ça va forcer, entre guillemets, à l'amélioration de la qualification et à re-questionner les organisations pour identifier les leviers qui vont permettre d'améliorer cette qualification. Et donc, on a des établissements de santé qui s'interrogent sur les organisations optimales à mettre en place pour arriver à cette qualif au niveau des admissions, au niveau des secrétariats et au niveau des urgences. Et enfin, on est aussi revenu pas mal sur ce point-là. Qui dit consultation dit qui consulte, et forcément derrière, ça questionne sur les publics habilités à consulter. Et donc, quand on dit ça, on pense notamment à tous les professionnels qui ne sont pas médecins et pour lesquels il y a un besoin de consultation, notamment en matière de préparation de consultation. Voilà.
Donc, cette première phase de mon discours, pour vous dire, il y a vraiment une étape préparatoire qui est importante et qui est indispensable pour que la consultation se déroule au mieux et qu'il faut anticiper dès à présent. Et ce n'est pas forcément une préparation purement technique, c'est avant tout une préparation métier et organisationnelle. Ensuite, on a bien entendu des éléments techniques sur lesquels la consultation va venir adhérer pour un déploiement, entre guillemets, physique plus facile. Et donc là, on a effectivement des établissements qui ont pris un petit peu de retard car ils ont dû mettre à disposition des lecteurs de cartes pour l'identification par carte CPS. On a également des professionnels de santé qui disposaient de leurs cartes, mais lorsqu'ils ont souhaité consulter, en fait, ils ne parvenaient pas à consulter. Il apparaît qu'en fait, les données contenues dans la carte CPS n'étaient pas forcément à jour. Et donc là, ça appelle aussi à solliciter les ordres pour procéder à la mise à jour des données contenues dans les cartes CPS. On a aussi des établissements de santé qui ont procédé à des commandes de cartes CPS pour leurs professionnels. On a eu pas mal également de couacs au démarrage sur l'accès par le biais de navigateurs qui nécessitaient des mises à jour. Et enfin, on a des établissements qui ont souhaité faciliter effectivement cette consultation, même si on n'est pas dans une logique encore intégrée depuis les dossiers patients informatisés. On a des établissements qui ont pris l'initiative de permettre en fait la consultation du WebPS-DMP depuis les portails professionnels de santé. Et donc, ça nécessitait aussi un petit aménagement côté portail PS. Alors, le deuxième point saillant de l'expérimentation à ce stade, c'est de dire que dès lors qu'on adresse la notion d'ouverture de la donnée de santé, ouvrir la donnée de santé, ça peut faire peur. Et donc, ça enclenche effectivement pas mal de questionnements autour de l'interaction autour de cette donnée entre professionnels de santé, avec l'usager. Et en plus, si vous rajoutez cela à la couche que vous connaissez, qui est la multiplication des cyberattaques, forcément, voilà, ça questionne et ça peut effectivement créer des craintes. Et on se rend compte que, quelque part, on a vraiment les réponses à ces questions-là, mais il faut pouvoir prendre le temps de les expliquer, vraiment de prendre le temps d'avoir l'explication des mécanismes qui encadrent la consultation, parce que quand on prend ce temps-là, on se rend compte qu'on répond aux professionnels de santé et que ça les rassure et qu'ils se rendent compte que c'est un dispositif cadré et sécurisé. Et donc, les ES ont particulièrement mis en avant l'existence de la matrice d'habilitation aujourd'hui, en montrant bien que tout le monde ne peut pas voir tout et que du coup, voilà, c'est bien tracé au sein d'un document national de référence. Ils l'ont mis en visibilité des professionnels de santé. Il y a eu également pas mal d'explications sur le fait que lorsqu'un patient, lorsqu'un profil Mon Espace Santé est consulté, eh bien, le patient concerné reçoit une notification du fait que tel professionnel de santé a consulté. Et enfin, on ne l'a pas encore fait, mais on voit effectivement qu'on a besoin également d'aller plus loin dans l'explication des notions de masquage de documents et d'invisibilisation de documents pour montrer effectivement qu'en fonction de la nature des documents, de la criticité de la donnée de santé, on peut adapter le niveau de visualisation de ces documents en gardant bien en tête qu'in fine, le patient quand même aura cette information et aura cette visibilité de tous les documents qui sont déposés dans son espace santé. Et donc, le troisième point saillant de cette slide, c'est que embarquer les professionnels de santé autour de Mon Espace Santé, ça a permis aussi de repositionner la finalité de Mon Espace Santé en expliquant bien que Mon Espace Santé, ce n'est pas un dossier patient informatisé national, c'est-à-dire que ça sert effectivement la coordination des professionnels de santé. Donc, en ce sens, c'est un outil de travail, mais c'est en première intention le carnet de santé numérique du patient. Et donc, qui dit carnet de santé numérique du patient dit que c'est sa propriété et que donc, à terme, tous les documents seront visibles du patient. Et donc, ça, c'est vrai que ce n'était pas forcément quelque chose qui avait été bien compris, en fait, des professionnels de santé. Et donc, ça questionne parfois aussi sur, du coup, les documents qui viendront alimenter Mon Espace Santé ou pas, en fonction du niveau de criticité de la donnée.
Voilà. Et puis oui, le dernier point, effectivement, parfois il y a un manque de connaissance du dispositif, notamment face à l'ancien système du DMP. Donc, on a eu des professionnels de santé qui ont pu avoir des difficultés à bien appréhender en fait les différences, et c'est vrai que c'est compliqué, hein, entre ouais, entre le dossier patient informatisé, sa vocation, et parfois on a effectivement des patients partagés au sein de GHT, parfois on a des dossiers patients partagés au sein de territoires, et donc du coup, voilà, il fallait bien expliquer aussi ces différences de périmètre. Alors là, c'est une redite, du coup, je vais aller assez rapidement sur cette slide qui consiste vraiment à dire que si on veut que ça fonctionne, en fait, voilà, on est un maillon de la chaîne, et si on veut que ça fonctionne, il faut que tous les maillons soient mobilisés pour que la chaîne soit réussie. Et donc, c'est vraiment l'effet qui prime derrière cette idée. Et donc, derrière, en fait, on sent bien que mon espace santé, pour que ça fonctionne, c'est un système tripartite. Donc, on a l'usager et le patient qui, effectivement, n'est pas toujours accoutumé à mon espace santé, ce qui implique parfois des professionnels de santé de prendre du temps sur le temps des prises en charge pour présenter. On a aussi des attentes exprimées par les établissements qui souhaiteraient effectivement disposer d'une communication, d'une campagne de communication nationale pour alléger le temps non négligeable dédié aux explications de mon espace santé. Et puis, on a par ailleurs, on rappelle quand même que voilà, on a par ailleurs un dispositif qui permet d'accompagner les patients dans l'activation de leur profil Mon Espace Santé, notamment à travers les ambassadeurs sur lesquels on reviendra après. Au niveau des ES et des professionnels de santé, ce qui nous a été dit, c'était que c'est vrai qu'avec cette expérimentation, on a des professionnels de santé qui, en fait, n'avaient jamais activé leur profil Mon Espace Santé et pour lesquels, du coup, ils ne concrétisaient pas vraiment l'objet. Et donc, en parler aux patients, c'est difficile quand on ne sait pas concrètement ce que ça recouvre. Et donc, cette expérimentation, elle a permis aussi à un certain nombre de professionnels de santé d'activer leur profil Mon Espace Santé. Et donc, nous, à notre niveau, ça nous questionne aussi sur le fait qu'on doive fournir aux ES et aux PES les éléments de langage ou le discours qui vont faciliter l'explication de mon espace santé auprès des patients. Et au-delà des éléments de langage et du discours, il faut qu'on s'interroge aussi sur le partenariat poussé à avoir entre les établissements de santé et les différents acteurs régionaux que sont les ARS, les GRAD et les CEPAM pour être vraiment dans cette logique d'accompagnement de proximité. Et enfin, le dernier point de l'effet boule de neige, c'est de se dire qu'à un moment donné, effectivement, si les professionnels de santé embarqués dans l'EXP, ils consultent leurs propres documents produits dans leur dossier patient informatisé, c'est quand même assez déceptif pour eux. Et donc, si on veut que ça marche, il faut qu'effectivement, les établissements mobilisent en fait leurs partenaires et que ces partenaires alimentent le DMP pour qu'on ait une vraie valeur ajoutée en termes de consultation pour le professionnel de santé qui consulte. Et donc, on a effectivement des établissements qui se sont engagés en leur nom dans l'expérimentation, mais qui embarquent un certain nombre de partenaires avec eux, et notamment des CPTS. Voilà, et donc ça, c'est hyper positif. Et le message qu'on souhaite vous faire passer, c'est ça aussi, c'est-à-dire que n'hésitez pas aussi à mobiliser vos partenaires pour que voilà, ces DMP puissent avoir du contenu qui a un sens pour la prise en charge patient. Et enfin, le meilleur pour la fin, il me semble, c'est l'information du patient, le sujet au centre de tous les usages. Donc, cette notion d'information, elle questionne beaucoup parce que ce n'est pas quelque chose en fait qu'on a l'habitude de mettre en œuvre ou même qu'on connaît. Et on sent que sur le terrain, en fait, on est resté dans cette logique de validation ou de signature. Et donc, quand on intègre l'idée de dire il y a une obligation d'information, mais cette obligation d'information derrière, elle ne donne pas forcément lieu à une signature, et bien forcément, ça peut surprendre parce que dans l'inconscient collectif, ce n'est pas l'idée qu'on a. Donc, on s'est rendu compte qu'on utilisait nous-mêmes, il faut qu'on ait un travail aussi pédagogique à faire là-dessus, que les différences entre information, non-opposition, consentement,
elles sont difficilement en fait lisibles et ça suscite beaucoup d'interrogations. Déjà beaucoup d'interrogations de compréhension dans la différence de ces différents concepts. Et une fois qu'on les a compris, c'est difficile de les projeter dans la vraie vie, dans les organisations en matière de prise en charge, notamment le sujet de l'information. À quel moment du parcours? Par qui? Quel niveau d'information? Sous quelle forme et quelle traçabilité? On a également la question de comment on concilie l'information du patient, qui constitue une obligation, dans le cadre des échanges asynchrones, où on ne l'a pas en face, et en particulier dans le cadre de la préadmission, où là, on identifie une vraie valeur ajoutée, puisque si on veut préparer la consultation en avance de phase et qu'on n'a jamais vu par le passé le patient, voilà, on se pose la question effectivement de comment on réalise cette obligation d'information pour qu'elle soit valide. Ça questionne aussi l'information sur des concepts connexes que sont l'équipe de soins. Quand bien même on a une définition du cadre réglementaire, et bien effectivement, lorsqu'on veut incarner cette équipe de soins dans l'organisation, parfois le périmètre de l'équipe de soins, il n'est pas toujours bien saisissable. Et pareil pour l'épisode de soins. Alors là, l'épisode de soins, pire encore, puisqu'on n'a pas de définition réglementaire. Et donc, c'est vrai que ça peut être compliqué aussi pour les PS et les établissements de santé d'identifier ce que recouvre la notion d'épisode de soins. Et enfin, le dernier point, c'est comment on s'assure d'avoir bien mis en place cette information et que cette information ait bien été comprise du patient qui présente en fait des fragilités. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce sujet, c'est vraiment un sujet socle, cœur, sur lequel il va falloir qu'on travaille dans le cadre de cette expé. Parce que même si effectivement on dispose des principes théoriques et du cadre réglementaire autour de ça, on se rend bien compte que lorsqu'on veut le mettre en musique dans des prises en charge concrètes, on a le sentiment d'avoir des trous dans la raquette. Et donc, ça va se solder par le fait qu'on proposera des illustrations à travers des exemples de prise en charge et des cas d'usage. Et du coup, je pense qu'on laisse la main cette fois-ci à Anne pour nous présenter justement le mode R. Merci. Déjà, bravo à tous pour toutes les interventions. C'est hyper riche et pour un rétex intermédiaire, c'est vraiment très précieux. Et vous allez voir que tout ce que vous avez travaillé est évidemment utile, mais ô combien utile en prévision de l'intégration du mode R dans vos organisations, puisqu'il y a un gros travail organisationnel et technique à prévoir. Alors, le mode R, c'est quoi? C'est le mode d'authentification indirecte renforcée. Vous nous avez partagé essentiellement là, et à juste titre, puisqu'on prépare la vague 2 ensemble, des cas d'usage de consultation directe du DMP, donc via justement le web PS avec la carte CPS, ICPS du professionnel. Là, ce mode d'authentification indirecte renforcée, c'est une solution technique qui va vous permettre en fait l'accès en consultation sans carte professionnelle pour les professionnels donc exerçant dans l'établissement. Cette solution en fait elle récupère via l'authentification certifiée par le logiciel et véhiculée par votre système d'information hospitalier les informations qui vont permettre je dirais de faire le lien avec nous la liste blanche des structures habilitées à consulter mon espace santé. Donc je dis souvent ça moi, mon espace santé /DMP, c'est voilà, la convergence des marques, mais vous ne m'en voudrez pas. Et donc voilà, ça va vraiment reposer sur la mise en place d'un référentiel voilà, qui va définir les délégations aux établissements en termes d'authentification et d'homologation. Donc pour pouvoir mettre en place demain le mode R, il va y avoir un certain nombre de prérequis et il va falloir que la structure contractualise avec l'assurance maladie, puisque c'est l'assurance maladie qui est responsable de ce service. Voilà, ce mode d'authentification, voilà, il nécessite vraiment ce passage, je dirais, obligé vers la signature d'un contrat. Mais voilà, on va vous expliquer que ce n'est pas si méchant que ça. On peut aller au slide suivant. Merci beaucoup. Donc, en fait, comment ça va se passer demain, donc dans un avenir proche, puisqu'on espère avoir une V2 du portail établissement à fin septembre qu'on va tester avant de vous l'ouvrir. Donc, vous allez pouvoir accéder à un portail établissement qui va fournir plusieurs services de l'assurance maladie, la contractualisation à R
Et puis aussi la contractualisation à CDRI, c'est un sujet que vous connaissez très bien aussi en établissement. Là, vous allez avoir un formulaire pour manifester votre intérêt auprès de l'assurance maladie en vue de contractualiser. Donc, vous allez être contacté par un agent de l'assurance maladie pour un entretien afin d'enrôler la carte CPS ou CPE du responsable juridique de la structure. Alors, je m'explique. Il va falloir par structure, donc ça peut être évidemment dans le cadre d'un GHT ou d'un groupe d'établissement, identifier soit le directeur général, et comme généralement il aime bien faire délégation par exemple à son directeur des systèmes d'information préféré, il va donner délégation à son DSI avec un mandat qui va bien. Donc, on vous fournira un modèle de mandat très simple si vous n'avez pas d'inspiration, qu'il faudra présenter donc à l'agent de l'assurance maladie au moment de cet entretien qui se fera en visio, où on enrôlera la carte en cours de validité, bien sûr, avec du coup présentation du mandat. Donc, ça sera très rapide dès lors que vous avez tous les entrants avec vous. Et c'est cette étape qui est primordiale qui va faire qu'ensuite, vous allez retourner sur le portail établissement et là, avec cette même carte, vous allez pouvoir entrer et enregistrer l'ensemble de vos structures. Et ensuite, en termes de vie des contrats, ça vous permettra de suivre justement vos différents contrats, de signifier par exemple à l'assurance maladie des contacts référents par établissement. Imaginons demain, il y a une alerte de mésusage avérée ou non, mais pour laquelle on a besoin d'avoir un contact avec l'établissement. Voilà, vous nous mettrez un peu ce contact privilégié en évidence pour qu'on puisse justement avoir ce lien avec la structure. Et puis, c'est par ce biais-là aussi que vous aurez les rappels, je dirais, quand vous serez en bout de validité du contrat. Donc là aussi, un petit peu sur le même périmètre que les certificats. Vous savez que c'est renouvellement tous les 3 ans. Donc, on va essayer, nous, de nous aligner sur cette durée-là aussi et de faire en sorte que tous les 3 ans, vous ayez une petite notification pour vous dire attention, voilà, il faudrait renouveler votre contrat. Et évidemment, le but du jeu, c'est qu'on fasse ça le plus confortablement possible. Et alors, après, une fois que ça, c'est fait, c'est magique, ou presque. Tout de suite derrière, l'établissement tombe dans la liste blanche du DMP et vous pouvez tout de suite démarrer les usages de la consultation de mon espace santé. Alors, vous avez peut-être encore. Voilà, et puis un petit témoignage et après on creusera avec les questions. Alors, suspense, est-ce que ça va fonctionner? Peut-être en attendant, Anne, tu as une question. Comment se fera la traçabilité du qui a consulté quoi? Alors, c'est exactement les mêmes transactions qui sont. Alors, j'en conviens, c'est pas la lecture de chevet de tous, mais tout ça est explicité voilà, dans le guide d'intégration du DMP. Et donc, c'est les transactions de consultation du DMP qui sont mises en œuvre et qui, comme c'est fait aujourd'hui quand vous êtes en consultation directe, nous permettent de déterminer quel RPPS rattaché à quelle structure a consulté mon espace santé. Et donc, c'est toute cette traçabilité que l'usager retrouve dans l'historique des mouvements dans mon espace santé. Et alors, oui, vas-y, Swan. Non, autre question. L'accès R pourra-t-il se faire sans passer par un DPI, mais par exemple via un accès par un lien sur un portail ES d'établissement? En fait, alors à tester, j'avoue qu'on ne l'a pas testé, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que vous ayez alors c'est vrai que là, je ne l'ai pas précisé, mais il faut évidemment, c'est pour ça qu'on parle vague 2, que vous ayez demain une solution référencée Ségur vague 2 et donc un connecteur DMP R compatible, homologué au CNDA.
Donc après, à voir si depuis votre portail, vous avez, je dirais, vos patients avec INS qualifiés et le renvoi via le connecteur vers le DMP. J'avoue qu'on n'a pas eu le cas, mais n'hésitez pas à nous contacter ou à passer par Inès et Sou. Moi, je veux bien le tester sans problème s'il y a des structures qui sont dans ce cas de figure. Du coup, je vous propose de tester et après, hop, voilà. Plus de 95% des usagers disposent de leur carnet de santé numérique Mon Espace Santé, dont 18% l'ont activé. Désormais, les solutions référencées Ségur sont utilisées au quotidien. Moi, je l'avais bien le son. L'objectif prioritaire de la vague 2 du Ségur est la consultation de Mon Espace Santé dans le cadre de la prise en charge globale du patient. C'est déjà plus de 250 millions de documents qui alimentent Mon Espace Santé. On voit dès à présent de premiers usages de la consultation de Mon Espace Santé, consultation qui peut se faire de deux modes différents, le mode d'authentification directe et le mode d'authentification indirecte, qu'on appelle aussi R. Et c'est tout l'enjeu du dispositif hôpital de la vague 2. La priorité pour nous, c'était de faciliter et de fluidifier l'accès à l'information pour nos services d'urgence. On a mis en place une solution de SSO, donc Single Sign-On, qui permet, une fois l'utilisateur connecté, d'accéder à l'ensemble du système d'information sans avoir à se réauthentifier. Nous avons 4 cas d'usage. Faciliter l'accès au DMP pour nos urgentistes, qui va permettre aux praticiens d'accéder au DMP et éventuellement aux documents des médecins de ville lors de la consultation du patient et donc d'avoir toutes les informations nécessaires pour bien prendre en charge le patient. Fluidifier également l'accès à l'information pour les médecins en situation de consultation. Nous avons donc mis en place, avec l'aide de la CNAM, la consultation R simplifiée en couplant notre DPI au connecteur R simplifié au travers de la solution iCanoB qui a été certifiée au CNDS. Pouvoir permettre donc à nos pharmaciens d'accéder à un maximum d'informations dans le cadre de la conciliation médicamenteuse. Actuellement, au sein du groupe ANAC, nous avons des PU pharmacie à usage interne et la consultation du dossier pharmaceutique est très compliquée puisqu'il nécessite d'avoir physiquement la carte vitale du patient. L'accès en mode simplifié au DMP pour nos pharmaciens va permettre à ceux-ci de récupérer les ordonnances, par exemple, des médecins de ville et d'accéder à l'ensemble des ordonnances déjà prescrites pour les patients. Et enfin, pouvoir récupérer les documents produits sur l'ensemble du territoire de santé pour avoir un maximum d'informations et être exhaustif sur le parcours des patients. Le groupe ANAC a donc été précurseur sur le DMP en mode R. Nous avons souhaité anticiper ce chantier puisque techniquement, nous avions déjà préparé un certain nombre d'étapes au sein de notre organisation. Il faut savoir également que le DMP en mode R est une obligation et va arriver avec la vague 2 du Ségur du numérique. Nous incitons évidemment tous les établissements de santé à s'y mettre. Les professionnels de santé chez nous, en tout cas, ont adhéré à 2000%. Il n'y a plus qu'à transformer les cellules. Alors, du coup, juste on a des questions sur le mode R simplifié, notamment sur le fait de sensibiliser. Peut-on faire la promo du mode R auprès des ES de notre département et peuvent-ils d'ores et déjà contractualiser s'ils le souhaitent? Alors, donc, on est, nous, dans une phase côté assurance maladie, quand je parlais tout à l'heure du portail version 2, en phase de test. Donc, on a fait de premiers tests, notamment là, avec le groupe ANAC qui vient de témoigner. Alors, eux, clairement, ils avaient une longueur d'avance au niveau organisationnel, au niveau des prérequis, puisqu'ils ont mis en place déjà le mode d'authentification double facteur pour leurs professionnels et qu'ils sont conformes au référentiel DMP. Voilà, ils avaient le connecteur. Donc, c'est vrai que voilà, grosse longueur d'avance. Donc, on a pu contractualiser avec eux. Ça nous a permis aussi de voir un certain nombre d'améliorations à faire sur le portail, d'où la V2 qui doit sortir fin septembre, qui sera une version qui sera de nouveau testée sur quelques établissements. Et dès lors que je dirais le portail sera opérationnel à 100%,
on pourra l'ouvrir, j'allais dire, au grand public. En face de ce portail, vous imaginez bien, quand je parlais d'agent assurance maladie pour contractualiser, il faut qu'on ait une organisation en termes d'accompagnement et aussi en termes de support utilisateur. Donc l'accompagnement, on commence déjà à le travailler avec les territoires. Vous en êtes l'illustration hein, sur les territoires pour lesquels nous sommes allés en région. On a travaillé avec les ARS, le GRAD et le réseau assurance maladie pour, de manière tripartite, penser les rôles et voir comment justement travailler l'aller vers, l'accompagnement que vous savez si bien faire en région. Et puis de notre côté, assurance maladie, on est en train de travailler l'organisation pour faire très court, savoir si on s'oriente vers une organisation de gestion des contrats locale, en CEPAM, ou au travers d'une organisation nationale qui est plutôt, sans vous mentir, moi, là où mon cœur balance le plus. Et donc voilà, dès lors que ça sera finalisé, évidemment, on vous fera des communications et je pense que voilà, on refera des webinaires avec la team ANS-DNS pour vous partager tout ça. Donc c'est vraiment en cours, on avance bien. Et puis il y a aussi de l'outillage, mais là je fais déjà un peu de teasing parce que je pense qu'on en parle peut-être juste après, Inès, sur l'outillage qu'on vous prépare pour aussi vous raconter tout ça et faire que vous puissiez justement avoir cet effet boule de neige et raconter l'histoire aussi dans vos territoires. Une dernière question. Oui. Vas-y, la dernière question, c'était par rapport au portail, justement. Tu parles de portail pour les établissements. Du coup, la question, c'est de quel portail? On parle d'Amélie Pro ou c'est encore un autre portail? Non, c'est un nouveau portail, sinon c'est pas drôle. Non, c'est pas Amélie Pro, c'est un portail tout beau pour les établissements. Voilà. Où vous allez avoir justement plusieurs services. Et donc voilà, le fameux responsable dont je parlais tout à l'heure, il va pouvoir gérer ses contrats R, ses contrats CDRI et demain, dans plus longtemps, peut-être ses contrats ordonnance numérique. Alors moi, ce n'était pas cette question, mais il me semble qu'elle est importante. Du coup, je me permets de la poser. C'était la question comment finalement on va être en capacité d'identifier les professionnels de santé qui consultent à travers leur numéro RPPS via ce mode R simplifié. Eh bien, en fait, tout repose, c'est pour ça que c'est un gros boulot d'organisation, tout repose sur le SIH, sur votre capacité à gérer, j'allais dire, vos entrées et vos sorties de personnel. Pour faire court, grosso modo, une fois que vous avez la solution R qui va bien, au sein de votre DBPI ou via votre connecteur, vous allez dire, voilà, le docteur Anne Laurin, hop, accès au mode R pour la consultation de mon espace santé. Et le professionnel est enregistré au RPPS. Donc, nous, on a l'information pour justement remonter l'ensemble de la traçabilité du professionnel qui a fait quoi et sa structure de rattachement. Donc vraiment, ces ouvertures, cette traça qui se passe par le canal R, encore une fois, c'est les mêmes transactions de consultation du DMP telles qu'elles sont dans le guide d'intégration et ça va vraiment reposer justement sur votre gestion, j'allais dire, des droits en interne. Et donc, est-ce que le RPPS sera obligatoire pour le mode R? Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui. Et vraiment, voilà, donc ça c'est sûr. Le gros boulot que vous avez, mais je vois que voilà, pour ceux qui sont présents, vous êtes en bonne marche. C'est vraiment l'organisation en projet. Voilà, vous avez identifié vos parcours, mais il faut vraiment travailler le mode d'authentification double facteur. Voilà, comment toute la cinématique, en fait, va se dérouler au sein de votre SIH demain, avec un DPI et un connecteur qui vont bien pour gérer ce mode de consultation. Merci Anne. Et du coup, je te dis, Inès, si tu peux passer sur la vague 2, parce qu'on a encore quelques minutes et on doit encore passer la partie ressources. Oui, non, ça va être rapide. Donc, l'objet, là, ce n'est pas de vous raconter le contenu de la vague 2, puisque ça fait l'objet de webinaires qu'on est en train de mettre en place dans le cadre d'un dispositif d'accompagnement. Donc, ce qu'on souhaitait vraiment vous exprimer, c'est le fait qu'on est là pour vous accompagner dans ce moment préparatoire. Vous l'avez compris, il y a pas mal de choses à regarder, à anticiper, que ce soit d'un point de vue technique ou organisationnel. Et donc, ça nécessite de se poser, d'en discuter et de préparer les choses le plus sereinement possible. Et c'est ce qui a donné, du coup, le fait qu'on travaille à l'Agence du numérique en santé en lien avec la DNS
sur un dispositif d'accompagnement qui est fait pour vous et dans lequel on va vous proposer des services d'accompagnement qui prennent des formes différentes. Donc, des webinaires et en particulier des webinaires thématiques sur les sujets qu'on identifie compliqués, notamment l'authentification double facteur, le modèle simplifié, la notion d'information, de non-opposition, d'équipe de soins, voilà, tous ces sujets finalement qui nous remontent des expérimentations et qui nous confortent dans l'idée que ce sont des sujets un petit peu crispants pour lesquels il va falloir avoir un peu d'accompagnement. Ensuite, on propose également de mettre en place des ateliers de travail sur demande, des visites de terrain également, si vous le souhaitez, et bien entendu, de manière usuelle, un corpus documentaire dans lequel on viendra en fait vous apporter les outils d'aide au déploiement. Et donc, le dispositif d'accompagnement, il a commencé. Il a commencé depuis le mois d'avril avec le fait de mettre en œuvre un certain nombre de webinaires thématiques. Et en lien direct avec la consultation, si vous n'étiez pas présent, je vous invite à consulter, si vous le pouvez, le webinaire qui est en mode replay, dans lequel, en fait, on a explicité de manière très précise les fonctionnalités autour de la vague 2 permettant la consultation du DMP de manière intégrée depuis les dossiers patients informatisés avec un temps un petit peu plus long consacré à l'explication du mode R simplifié. Donc, on vous a mis le replay sur la slide. Et on a bien entendu identifié d'autres webinaires avant la pause estivale. Donc, le prochain et le dernier avant la pause estivale, il se tiendra le 12 juillet à 14h. Et là, on adressera la thématique MSS avec notamment l'explicitation des fonctionnalités qui vont permettre d'intégrer les documents reçus par MSS dans les dossiers patients informatisés dès lors que les INS sont qualifiés. Et puis, on a une autre procédure lorsque les INS ne sont pas qualifiés. Et surtout, dans le cadre de ce webinaire, on vous mettra en lumière en fait les points organisationnels à anticiper vis-à-vis de la mise en place de boîtes aux lettres. Et on prendra tous des vacances. Et ensuite, à partir du 10 septembre, on reprendra le cycle de webinaire. Donc, le 10 avec une présentation globale autour des fonctionnalités vague 2 sans avoir un focus thématique à ce moment-là. Et à partir du 10 septembre, on reprendra la logique d'adresser les webinaires de manière thématique en fonction des points d'accroche, des points de préparation qui nous semblent hyper importants de vous mettre en visibilité. Et donc, pour avoir la liste, le lien de la page ANS webinaire pour regarder régulièrement les planifications des webinaires et on fera cette information auprès des régions qui également communiqueront auprès des établissements. Merci Inès. Du coup, je vois qu'il nous reste encore 4 minutes. Donc, il y avait justement une petite partie qui était en quelque sorte le teasing que Anne voulait faire. En termes de ressources, on a un document qui va être en lien justement avec l'expérimentation qui va paraître plutôt en fin d'année. Et du coup, je te laisse Anne parler justement du guide de déploiement de la consultation. Oui, merci. Donc, du coup, justement, avec tous ces retours et on voit les différents points saillants pour lesquels vous avez besoin d'avoir des éclaircissements et une première information, on a commencé à réunir les différents entrants pour expliquer la consultation Mon Espace Santé en mode d'authentification directe et en mode d'authentification indirecte. Dans ce guide, l'idée, c'est dans un premier temps qu'on partage cette V0 pour avis. Donc, encore une fois, c'est une version de travail à vous, établissement pilote, comme vous avez cette longueur d'avance, afin que vous puissiez nous faire des retours d'ici, je dirais, à la rentrée. Et puis, l'objectif, c'est ensuite, à l'issue du rétexte final, qu'on puisse partager au grand public, donc à tous les établissements, à tous les professionnels, ce guide de la consultation, et en le nourrissant avec justement l'illustration de vos cas d'usage. Donc vraiment, il va vous être partagé. N'hésitez pas sur le fond et la forme à nous faire des retours. Merci Anne. Sur les ressources suivantes, pareil, on va passer très vite, mais c'est histoire de voir si on peut encore prendre une ou deux questions. C'est n'oubliez pas, l'effet boule de neige, vous n'êtes pas tout seul, hein. Il y a un certain nombre d'acteurs qui sont là pour vous accompagner, donc que ce soit en région, les ARS, GRAD, bien sûr le réseau de l'assurance maladie, notamment au travers d'un réseau qui est côté DNS, notamment avec les cordos de Mon Espace Santé qui ont un réseau des ambassadeurs qui sont des bénévoles qui peuvent être là pour mettre en place des actions de sensibilisation.
Donc là, on vous a mis quelques illustrations. N'hésitez pas à aller sur la page du site de l'ANS, Mon Espace Santé. Vous allez retrouver les contacts des coordos, mais sinon, rapprochez-vous auprès de vos acteurs. Un autre document que je pense qui n'est pas encore suffisamment connu, et là, je laisse la parole justement à Sue pour revenir sur le guide des fondamentaux. Ouais, rapidement, c'est un document qu'on a rédigé suite à des demandes de terrain, notamment de professionnels de santé et d'établissements, qui a vocation à être vraiment transverse, donc pour tout profil du DSI au médecin, en passant par le préparateur en officine et même toute personne qui s'intéresse de manière générale à l'échange de données de santé. C'est un document qui est évolutif, donc on avance dessus, on y ajoute régulièrement des parties, on travaille sur un certain nombre de sujets qu'on souhaite ajouter. On vous encourage à y aller. L'idée, ça a été vraiment d'essayer de réécrire de manière la plus claire et la plus homogène possible, un peu de rappeler les textes réglementaires déjà, puisqu'il y en a quand même un certain nombre, mais d'aller plus loin aussi avec des préconisations d'usage, de vous donner un peu de la visibilité sur nous, la vision qu'on a d'un point de vue stratégique sur un certain nombre de briques produits notamment, de faire aussi des rappels des fonctionnalités. Donc voilà, et puis de mettre tout ça de manière intelligible et la plus pédagogique possible. Donc n'hésitez pas, on a le lien qui sera sur le document, on va vous le mettre aussi dans la conversation. Faites-nous aussi des retours, on lit tous les retours. J'ai vu certains d'entre vous qui sont présents ici nous ont d'ores et déjà d'ailleurs fait des retours, y compris côté éditeur, donc c'est très intéressant. L'idée, c'est vraiment de pouvoir voilà, avoir un peu une vision claire de ce qu'on essaye de mettre en place, nous, côté national. Et du coup, pareil, un petit rappel sur les différentes ressources qui sont disponibles. Donc, le réflexe à adopter pour être au courant d'un peu de tout ce qui se passe, déjà, c'est de faire un tour sur la page de Mon Espace Santé. Il y a donc 3 catégories qui sont identifiées, donc établissements sanitaires, professionnels de santé du secteur libéral, mais aussi le médico-social qui d'ailleurs a un retour d'expérience prévu jeudi. Donc pour ceux qui n'étaient pas au courant, voilà, je laisse l'information. Et il y a aussi de l'information sur une nouvelle expérimentation qui va se lancer, qui est plutôt orientée sur les patients. Donc n'hésitez pas à aller la consulter. L'autre format, parce qu'on voit bien que parfois les pages web, les mémos ne sont pas suffisants. Il faut savoir que l'ANS met à disposition une plateforme de e-learning. Donc là, vous avez la possibilité, c'est gratuit, de vous connecter, de vous inscrire, de créer un compte, de passer un certain nombre de modules. Et il y a notamment des modules qui sont dédiés à Mon Espace Santé, mais pas que. Vous avez des sujets de cybersécurité, des sujets autour de l'INS, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Et le dernier sur Mon Espace Santé, si vous voulez être au courant un peu de tout ce qui se passe, je vous invite à vous inscrire notamment à la newsletter de Mon Espace Santé. On y partage les chiffres clés, mais aussi les actualités, des retours d'expérience, les nouveaux outils que nous produisons avec la DNS et l'assurance maladie, mais aussi les prochains rendez-vous. Et d'ailleurs, comme le disait Inès, nous aussi, côté équipe Mon Espace Santé, on va faire une petite pause estivale. Et pour les Dites-nous tout, ils reprendront à partir du 19 septembre. C'est le rendez-vous mensuel. Donc, si vous voulez en savoir plus sur Mon Espace Santé, les évolutions et aussi faire part, découvrir un peu les usages portés par les différents acteurs du terrain, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et le dernier, puisque je sais que nous avons des structures qui ne sont pas forcément embarquées dans l'expérimentation, c'est qu'on vous remet en visibilité le questionnaire pour tous les professionnels qui souhaitent nous faire part de leurs usages. Voilà, donc on vous l'a mis déjà dans le fil de discussion, mais vous allez le retrouver dans le support de présentation, donc n'hésitez pas à le diffuser. Ça nous permettra aussi de voir quels sont les autres parcours que peut-être en plus, en complément de ceux qu'on a déjà identifiés avec nos ES pilotes. Et merci encore à tous pour votre participation à cette séquence et à nos différents intervenants qui sont restés jusqu'au bout.
Ouais, Oui, un grand. merci, oui. Merci à Merci aux régions décidément, on n'est pas synchrones. Merci aux régions et aussi et aux pilotes parce que sans eux, on ne pourrait pas avoir toute cette matière à exploiter. Donc, un grand merci aussi. Et rendez-vous du coup au rétexte final parce que quand vous Oui. voyez tout ce qu'on avait à dire au milieu de l'expérimentation, je pense qu'on aura à nouveau plein d'enseignements et de retours d'expériences à faire. Donc ça sera, on vous donnera la date exacte. N'hésitez pas à retourner sur la page du site de l'ANS e-santé où on vous mettra toutes les informations. Et merci beaucoup pour les questions qui étaient très riches et très intéressantes. Juste pour la date, ça n'a pas été très clair. Alors, la date n'est pas encore planifiée pour ceux qui se posaient. Ça sera vraisemblablement en novembre, mais on ne l'a pas encore planifié. Donc, dès qu'on aura la date, il y aura une communication massive là-dessus. Encore merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.